Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à la prescription avec Fredou, Dr Fredou Lambert, juste pour vous. Il n'y a pas si longtemps, j'avais fait un épisode avec deux collègues de l'UQAM, des professeurs avec qui j'ai le plaisir de travailler, et je me suis dit que ça serait chouette de répéter l'expérience, encore une fois, en faisant un épisode double, mais cette fois-ci avec la mezzo-soprano Marie-Annick Béliveau et la professeure de musicologie Vanessa Blais-Tremblay. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter Marie-Annick Béliveau. La mezzo-soprano Marie-Annick Béliveau est la nouvelle directrice artistique de Chant Libre. Interprète de premier plan, la chanteuse Marie-Annick Béliveau se fait entendre sur les scènes montréalaises depuis plus de 25 ans. Remarquée par la presse pour sa voix riche et sa palette expressive nuancée, elle a créé plus d'une trentaine d'opéras et d'œuvres vocales dans le répertoire contemporain. D'autres formes de collaboration lui permettent aussi de tisser des liens avec des artistes et compositeurs renommés, tout en développant son goût pour la conception et la direction artistique. Artiste ancrée dans sa communauté, elle enseigne le chant classique à l'UQAM et chante depuis plus de 10 ans à la Société pour les arts en milieu de santé. On retrouve en outre sa voix sur plusieurs enregistrements, dont la musique du Cirque du Soleil et dans plusieurs films, dont Violon rouge ou Paul à Québec. Sa passion pour l'exploration lyrique résonne également dans le monde académique. Doctorante dans le programme études et pratiques des arts à l'UQAM, Marie-Annick Béliveau réalise un projet de recherche-création dans lequel elle questionne les modes de conception et de production de l'art lyrique et la posture de l'interprète créateur-médiateur. Voici ma jasette avec Marie-Annick Béliveau. Tout le temps, ma voix, me semble que c'est trop sur la gorge. On entend ma respiration. Ah non, ça me semble que c'est trop nasal. Puis j'ai dit, tu sais, c'est chanteuse, tu peux pas t'empêcher de t'écouter le larynx toujours un petit peu. Là. Même en parlant? Ben oui. Ah oui? Ben j'écoute le larynx de tout le monde. Ah oui, t'analyses le larynx de tout le monde. Ouais. Tu fais, lui, c'est de cette voix. Ah, lui, il a fumé dans le passé. Non, je pense pas que je sois capable de détecter ça, mais c'est sûr que... C'est clair, tu peux détecter ça, c'est certain. C'est étonnant parce qu'il y a des gens, tu penserais qu'ils ont fumé toute leur vie, mais non. Ils ont juste un très mauvais entretien. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais non, c'était pas ça. Ah oui, ok, donc la voix, c'est quand même quelque chose... Ça trahit énormément. Ça trahit, puis aussi sûrement que, comme tu dis, t'es tellement sensible à ça. Aux intonations, à la façon que les gens vont placer même les mots, faire une phrase... C'est quand même, moi, j'avoue que je porte pas attention. Je veux dire, c'est pas mon instrument, ma voix, là. Donc, c'est plus, je trouve qu'il y a des voix agréables et des voix désagréables. C'est ça, je pense que dans le fond, on porte tous attention à ça. Moi, c'est juste peut-être que je l'analyse un petit peu plus, mais on est tous probablement plus sensibles à la qualité des gens, à la qualité de la voix des gens qu'on pense. Tu sais, le professeur que tu aimais à l'école, là, quand tu étais au secondaire, c'est clair qu'il y avait sa personnalité, puis il y avait sa façon d'enseigner, mais il y avait sa voix aussi. Parce que le professeur d'histoire qui parle comme ça, il aurait beau être super sympathique, puis ça se passera pas. Ça passera jamais. Puis les gens peuvent expliquer à un moment donné des affaires très plates des fois, mais avec une qualité de voix puis de discours qui fait qu'on serait capable de les écouter, puis on a l'impression de tout comprendre. Une musicalité. Oui. C'est niaiseux, c'est un un mot musicien, on utilise le mot musicalité, mais c'est vrai qu'il y en a il y a des gens que c'est mélodieux de les écouter parler. Tu pourrais comme y aller pendant des heures. J'ai quelques amis dans l'entourage. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a des personnalités radiophoniques qui constatent pas. Ils pourraient dire n'importe quoi. Ah, moi, Serge Bouchard, là... Serge Bouchard. 5 heures de suite, je suis pas tannée. J'en prendrai encore. Je sais. Tu es dans le livre de recettes, puis
Puis le pire, c'est que je pense qu'à cause de la qualité de sa voix, je suis beaucoup plus attentive à ce qu'il dit. Tu sais, parce que j'ai envie, ça s'écoute bien, ça suit bien, tu sais, ton oreille, tu as envie de garder ton niveau d'attention, alors qu'il y a d'autres personnes. Moi, il y a un monsieur, l'autre jour, là, j'étais à la radio, puis je suis sûre que c'était intéressant ce qu'il racontait. Puis j'ai éteint la radio, j'étais vraiment... C'était frustrant, là. C'est très frustrant de... Tu sais, il y avait la voix avec l'affaire qui traîne à terre, là, puis c'était insupportable. Ramasse-toi, monsieur, parce que... Puis t'es supposé d'expliquer quelque chose de super brillant. Oui. Ouais, non, ça, c'est comme quelqu'un qui te parle, puis à la TV, puis qui a une grosse tache de poutine sur son chandail, là, puis tu le regardes, puis tu fais comme, ben, va te changer. Ouais. Ça peut même avoir des impacts sur... des relations de couple aussi. Hein? Il y a des gens super sympathiques puis que j'ai rencontrés dans le passé, puis je faisais... Je pense pas que je pourrais être en couple et entendre ce son-là constamment. Non. Vraiment, il y a des limites avec la voix. Mais cette sensibilité-là à la voix, ça a toujours été ça? Parce que toi, tu as fait d'autres instruments avant de chanter. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai commencé à étudier le violon quand j'étais très jeune. J'ai commencé à étudier le violon quand j'avais 6 ans. C'est en première année, là. Oh, ouais. Mais puis après ça, j'ai étudié le hautbois. Oh, mais attends, combien de temps tu as fait du violon? J'ai fait du violon pendant 7 ans. J'ai arrêté en secondaire 1. J'ai tout le temps dit que ceux qui ont un background de violon et qui ont switché au secondaire, ils ont un avantage. Un avantage pour le pitch, un avantage pour mine de rien, tu vas avoir des petits collants sur ton violon quand tu es petit. Il y a une écoute supplémentaire qui est faite pour l'intonation. Puis il y a le contour et tout ça. Puis ça paraît. Tes rencontres, puis tu le sais. Ben puis aussi, avec le violon, moi, dans le fond, ce que j'aimais au violon, c'était de faire de l'orchestre, c'était de faire de l'ensemble. Ben oui. Fait que ça, déjà, moi, je fais des petits ensembles à cordes que je faisais, là, mais déjà, tu sais, cette expérience de travailler avec d'autres, de suivre un chef, mais surtout, la beauté de la chose, c'est que ça m'a amené au camp musical, qui m'a amené à faire de la chorale. Camp musical, Père Lindsay, qui était jadis le camp musical de la Nadière. Non, mais moi, à l'époque, moi, je suis de Québec, j'allais au camp musical Accord Parfait. Je connais même pas. Ça existe encore? Non, ça n'existe plus. Oh. Pour te donner une idée, c'était dans Port-Neuf. Et je pense que mon premier chef de chorale là-bas, c'était un étudiant en musique qui devait avoir, à l'œil, il devait avoir 18-19 ans. Il s'appelait Bernard Labadie. Eh là là! Oui. Okay. Et, déjà, il dirigeait, il chauffait à cette époque-là. Oui, déjà, la chorale des campeurs. Puis j'avais 8 ans, puis j'ai chanté. Puis tu sais, c'est une histoire qui est toute bête, mais il y a un professeur qui était là, qui s'appelle Marc Deschamps. Je pense qu'il enseigne encore au Collège Notre-Dame, qui m'a écouté chanter. Ça a donné qu'il était à côté de moi. Puis je chantais à 8 ans avec tout mon cœur. Puis il me regarde, puis il dit « Hey, t'es bonne, toi? » Puis je l'ai écouté, puis ça a fait comme « Moi, je vais être chanteuse, moi. » Puis c'est ça que j'ai dit à mes parents, puis j'ai jamais changé d'idée. T'as quel âge, ça? 52. Non. À quel âge? J'avais 8 ans, puis là, j'en ai 52. OK. J'ai jamais changé d'idée. Je t'ai pas demandé ton âge en passant. J'ai 52 ans. Jamais j'irai demander l'âge. Je voulais juste savoir... J'en suis fière. Non, mais en fait, je vais avoir 52 ans la semaine prochaine, c'est ma fête. Bravo à tes gènes qui sont exceptionnels. J'aimerais bien les avoir. Mais... Oui, chanteuse à 8 ans, c'était décidé. Chanter quoi, là? C'était une autre affaire, là, mais chanter, ça, c'était sûr. C'était ça qu'elle allait se présenter. Évidemment, ton expérience était de chorale. Donc là, quand est venu le temps de faire justement un solo, de la mélodie, il n'y avait pas une crainte, il n'y avait pas tout le stress qui peut venir avec. Tellement pas. Ah ouais, même... moi, j'étais faite pour être une vedette. La vie m'a ramassé un petit peu, mais j'étais faite pour être une vedette. C'est tellement drôle parce que quand quelqu'un décide de faire du chant, quelque part, c'est installé. Cette personne-là veut être un peu une vedette. Ah ben c'est sûr. Moi, j'avais préparé mon discours pour les Oscars, même si je parlais pas un mot d'anglais. Je pense qu'à l'âge de 12 ans, j'avais déjà fait mon discours pour les Oscars. OK, tu voyais aller là-bas. Oui. Puis, ouais. Écoute, je savais pas trop c'était quoi. J'avais pas vraiment réalisé qu'il y avait pas d'affaire de chant là-dedans, mais je trouvais que ça faisait un beau show, tu sais. Fait que j'avais pensé à ma robe et à mon discours. Oui. Il y a ça, souvent, les gens vont faire des blagues sur les cordistes. Moi, j'en suis un, je joue de l'alto. Mais il y a aussi ces blagues-là sur les chanteurs où est-ce que c'est... Il y a une personnalité à avoir. Après, chacun a la sienne, mais il y a quelque chose... Il faut être un peu, quand même, frondeux. D'aller là. Puis il faut y aller avec... Il faut foncer. Moi, c'est quelque chose que j'admire, tu sais, parce que je vois les processus. Puis tout le monde
tout le monde a sa façon de se préparer pour ça, mais je veux dire, il faut quand même être assez brave de prendre ce que justement dans le fond de ta gorge et décider de l'étaler devant plein de gens. T'sais. En fait, puis je te dirais que j'ai quand même, après le violon, j'ai fait des études en hautbois quand même assez longtemps pour savoir c'est quoi être instrumentiste. Je sais c'est quoi être instrumentiste. Et puis j'ai fait peut-être un peu un étrange calcul de dire « Ah, je vais laisser le hautbois, je vais aller en chant comme si je changeais d'instrument. » Pour réaliser après que c'est pas du tout la même chose. Puis je te dirais que plus mon parcours avance, plus j'enseigne, plus je chemine, plus je me rends compte que être chanteur d'opéra particulièrement, le chanteur d'opéra est une bébite à part, assez unique, je pense, dans le monde des arts vivants, des arts de la scène. Okay. Une question identitaire qui demeure, franchement, à la fois extrêmement spécifique et très, très vague. Parce que si j'y vais par la négative, là, c'est sûr que moi, comme chanteuse d'opéra, je réalise que je ne suis pas une musicienne. Je sais c'est quoi des musiciens, là. J'ai été musicienne. Quand je suis choriste, là, je suis musicienne. Quand tu es choriste, tu te considères plus musicienne? Ah oui, tout à fait. Quand je suis choriste, ma job, c'est de faire de la musique. Quand je suis chanteuse d'opéra... Il faut que tu incarnes. Ah, tu fais tout. En fait, tu fais tout, mais c'est pas du théâtre. C'est pas de la musique. Puis c'est pas de la danse, mais t'es un peu comme un danseur qui joue en faisant de la musique. C'est très étrange. Tu sais, moi, je demeure convaincue, puis là, je vais profiter de cette tribune pour le dire, là, que quand on dit qu'un chanteur d'opéra joue mal, c'est parce que le calcul au départ est mauvais, parce que c'est pas un acteur. C'est un chanteur d'opéra. Fait qu'il est pas supposé jouer comme un acteur, parce que l'opéra, c'est pas du théâtre chanté. C'est pas de la musique mimée. C'est d'autres choses. Fait que si le metteur en scène me demande de faire l'actrice, je vais faire la mauvaise actrice. Puis si, tu sais, c'est ça, ça fonctionnera pas. Mais tu penses pas justement que c'est pour ça qu'il y a certains interprètes qui sont tellement exceptionnels parce qu'ils réussissent à faire tout ça en même temps? C'est-à-dire qu'ils font rien de tout ça, ils chantent de l'opéra. Vraiment bien. Avec tout ce que ça implique. Avec la physicalité. Avec la physicalité, avec le personnage, avec je dirais la compréhension, puis la proximité du texte, avec la musique, avec la musicalité, avec tout leur corps aussi. Un bon chanteur d'opéra, c'est pas juste une voix, là, c'est tout un corps. Mais pas comme un corps d'acteur du tout, là. Tu sais, Caruso, là, si tu le regardes, c'est un chanteur exceptionnel, puis écoute, il n'y avait pas un physique de Rudolph Valentino, là. Non, mais je parle pas d'avoir le physique, mais je parle d'avoir la prestance sur scène lorsque vient le temps. Tu sais, il y en a qui réussissent. Tu sais, je pense qu'il y a certains chanteurs d'opéra qui seraient d'excellents comédiens aussi. Tu sais. Oui, mais tu sais aussi, je pense que le premier rapport qui est déjà très différent d'un chanteur d'opéra par rapport à un acteur, c'est parce que tu sais, si tu y penses, la différence entre le chant puis la voix parlée, on a souvent tendance à penser que c'est la hauteur des sons, tu sais. On chante avec. Vrai. Mais je pense que la plus grande différence, c'est surtout l'organisation dans le temps. OK. On parle, c'est comme parler en 4/4 à 60 à noir, là. C'est très artificiel. Il y a quelque chose... Par contre, dès que tu parles en 4/4, déjà, ça va avoir l'air de la musique, tu sais, quand tu fais du rap, du hip-hop ou n'importe quoi. Là, dès qu'on parle en rythme, déjà, on a une idée de musique. Mais ce qui veut dire que demander au chanteur de se comporter comme un acteur alors qu'il doit être mesuré dans le temps, tout le temps, ça, c'est très artificiel. N'importe quel acteur, tu lui demanderais de réciter son texte à 60 à noir, puis il serait mauvais, là. Ça fonctionnerait pas, là. Il serait pas bon. Tu sais, ça serait artificiel parce que c'est artificiel. Non, puis il y a une sorte de liberté aussi qui doit être présente. Moi, ça m'a toujours fait rire en tant qu'instrumentiste parce que j'en ai joué des opéras, j'en ai accompagné. Puis, on a habituellement, quand j'étais à l'université, je me souviens encore, on avait 3 répètes pour passer à travers tout ça, parce que c'est quand même des œuvres immenses. Et là, venait le temps des chanteurs qui venaient se joindre et chanter. Et là, tout d'un coup, littéralement, tout ce qu'on avait mis en place foutait le camp. Mais tout. Puis là, en plus, on avait 2 castes différents, 2 distributions différentes. Ben là, écoute, c'était finalement, c'était pas pire. Le stress était pogné dans la fosse, puis il fallait regarder le chef, puis tu vois le chef suer sa vie, là. Oui. Essayer de mettre tout ça en place. Je me rappelle encore, c'était un de mes premiers, c'était The Rake's Progress, qui est aussi oui, quand même. très difficile, on s'entend, là. C'est pas le plus facile, mais
Mais c'est un autre trip. Oh oui, complètement. C'est ça aussi, là, même pour les joueurs, les gens qui sont dans l'orchestre, puis j'en ai quelques amis qui font de l'orchestre d'opéra à temps plein, c'est pas le même exercice. Aussi, c'est pas la même durée. C'est long. Faut que tu aies une résistance, faut que tu restes présent, faut que tu restes... Non, l'opéra, c'est une forme d'art qui est particulière. Puis je pense qu'on fait l'erreur maintenant, peut-être, de penser que c'est une forme musicale, mais c'est pas une forme musicale, c'est une forme d'art de la scène qui est unique. Oui, qui est unique, qui est en partie musicale, mais en partie, c'est bien d'autres choses aussi. Puis quand on honore cette particularité-là, là, la sauce apprend. Puis là, c'est bon. Mais tant qu'on essaie d'en faire du théâtre chanté, tant qu'on essaie d'en faire quelque chose que c'est pas, ben ça fait toujours un petit peu que ça marche pas, tu sais, que c'est plate, que les gens n'aiment pas ça, tu sais, puis... Mais l'opéra, c'est intéressant aussi parce qu'il y a j'ai plein d'amis qui aiment beaucoup l'opéra puis qui allaient voir une symphonie, ça les intéresse zéro. Mm-hmm. Puis on le sait parce que, tu sais, dernièrement, on a eu toute cette exploration maintenant qui est rendue vraiment une habitude de scène, c'est de faire jouer de l'opéra au cinéma. D'ailleurs, des chiffres sont sortis la semaine passée. Ils ont présenté au Met The Hour par Kevin Putz qui faisait un compositeur que j'adore. Puis je suivais ça, tu sais, sur les réseaux. Puis écoute, la même semaine, il est sorti au cinéma, je pense, Black Panther 2, des gros hits de cinéma. Puis ils se sont trouvés en 5e ou 6e position premier week-end, au même week-end que ces films-là. Mm-hmm. En termes d'entrée, les cinémas étaient pleins. Il n'y avait plus de billets pour aller voir un opéra contemporain en plus. Tu sais. Puis là, je me disais, OK, puis donc il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens ici et là, à travers différents pays qui sont vraiment happés par cette forme d'art-là. Vraiment, techniquement ça. Puis moi, j'adore entendre... Je connais ça, j'apprécie la chose, mais tu sais, je suis pas un fanat. Mais j'adore rencontrer des gens qui trippent très, très fort puis qui se mettent à comparer puis parler en détail. Puis souvent, c'est ces gens-là qui m'ont fait encore plus découvrir d'opéra puis d'interprètes que je suis pas au courant. Toi, c'est où que tu te situes par rapport à ça? Évidemment, c'est ton métier, c'est une chose, c'est cool. Ouais. Mais est-ce que tu es du genre aussi un peu à collectionner des enregistrements, aller en voir beaucoup, T'sais, moi-même, je fais du quatuor à cordes, je suis pas tout le temps en train de courir après tous les concerts de quatuor à cordes, on s'entend. Donc, moi, je me situe un peu là, je me demandais pour toi. Ben, en fait, j'ai l'impression que je suis pas vraiment une amateuse. J'aime pas tellement l'opéra comme tel. J'en ai écouté beaucoup, j'en ai étudié, j'en ai chanté. Mais ce qui m'intéresse, moi, dans l'opéra, c'est le côté, justement, multidisciplinaire, interdisciplinaire. Ça m'intéresse. Et étrangement, moi, comme étant maintenant, je dirais, interprète, mais créatrice et par la force des choses, productrice d'opéra, de création, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller voir justement ce qui se fait en théâtre multi, en danse multi, puis de voir comme, oh my God, l'opéra, ça fit tellement là-dedans. Ouais. Fait que, étrangement, depuis plusieurs années, ma vraie consommation de spectatrice, c'est tout ce qui se fait en création multi, vraiment. Okay. C'est là que je suis beaucoup plus intéressée. Puis aussi, mais là, c'est une posture qui est très personnelle, là. Mais ce que j'aime bien, justement, aussi, c'est tous ces efforts qui sont faits en théâtre multi et en danse multi vers le décloisonnement, vers la déhiérarchisation, vers l'ouverture, vers le... Tu sais, d'être capable, puis en fait, je vois ça comme étant une posture artistique quand tu décides de conjuguer ensemble tout ce qui te constitue comme artiste. Puis moi, ben, je veux dire, Patsy Cline, Céline Dion, puis tu sais, Anne-Sophie von Otter, puis Christa Ludwig, puis tout ça, c'est tout dans ma tête. Quand je chante, là, ces madames-là sont toutes dans ma tête, puis Freddie Mercury et encore plus, puis... Fait que, puis j'ai envie, moi, de pas mettre ça en ordre ou de pas tasser des choses quand je chante sur scène ou même pas de cacher des choses. Donc, quand je chante sur la scène que je chante, là, il y a tout ça. Mm-hmm. Je suis mezzo-soprano parce que je suis mezzo-soprano depuis que j'ai 13 ans. C'est ton range. Ah oui, OK, depuis 13 ans, moi, OK. Les premiers cours de chant que j'ai pris, on a dit t'es mezzo, puis j'ai jamais changé d'idée. Très drôle, ça. Ouais. Parce que des fois, ça bouge. Non, des fois, mais tu moi, commences c'était une clair. voix, puis tu deviens une autre. Même à 8 ans, j'ai jamais chanté soprano. J'ai jamais chanté soprano à la chorale.
Jamais. T'as-tu essayé même pas pour le fun, voir? Ah oui, ben je chante souvent, là. Écoute, moi, j'ai gagné ma vie. Je fais n'importe quoi si je suis payée, là, comme n'importe quelle chanteuse. Mais non, j'ai chanté soprano souvent pour dépanner puis tout ça, mais je suis tellement... Mon identité est tellement une identité de mezzo, là. Tellement. Quelque chose d'un peu plus chaleureux, un peu plus rond. Bon, puis c'est une personnalité, c'est un type de musique, c'est un type de caractère, d'identité, c'est ça, là. Il y a beaucoup de choses qui viennent avec ça. Écoute, j'ai essayé d'être soprano. Quand je suis partie pour la Californie, le professeur avec qui j'étudiais là-bas a vu en moi un soprano dramatique, un young dramatic qu'on appelle. Ouais. Puis franchement, j'écoute les enregistrements, puis je faisais la job, là, mais ça m'allait comme un anneau dans le nez. C'est comme si j'avais porté pas mon linge pendant 2 ans. C'était ça... Tu sais, quand tu dis que tu rentres dans une salle d'audition, puis avant que tu ouvres la bouche, tu sens qu'il y a quelqu'un qui va dire « Are you sure you're supposed to be here? » Puis tu dis « Non, je sais bien, je sais bien. » Tu sais, faker, fakeais. Mais je fakeais pas mal bien, mais je fakeais complètement. Puis quand j'ai décidé de redevenir mezzo, là, ça a été comme... il y a un confort qui s'est installé. Mais, puis, ceci dit, la mezzo que je suis, elle chante du Boulez, puis elle tripe sur le karaoké, puis j'ai fait de la musique médiévale, j'adore ça, puis je chante du grégorien, puis tout ça, puis je suis choriste, puis je suis soliste, puis tout ça, c'est dans ma voix quand je chante, là. Puis j'ai envie d'utiliser tout ça pour créer, puis quand je travaille avec des musiciens, avec des danseurs, avec n'importe qui... c'est l'entièreté de leur univers puis de leur référentiel culturel qui m'intéresse, pas juste leur spécialisation de ce qu'ils font, dans quoi ils ont un diplôme, là, c'est pas ça. Un diplôme en jouer tel instrument de telle façon, puis que tu rentres les notes, c'est puis ça. que tout est impeccable, puis J'ai rien contre ça, j'ai l'impression que ça en prend du monde comme ça, des experts, là, des gens qui sont pointus là, dans leur expertise, puis tout ça. Mais c'est vraiment pas pour moi. Puis... C'est vraiment, tu fais un éloge de la personnalité à travers l'instrument. Oui. Un peu, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais? Puis j'ai l'impression que ça se reflète dans plein de choses. Puis c'est pour ça probablement que l'opéra de création, c'est là où je vais pouvoir... C'est mon terrain de jeu de prédilection, là, parce que dans ça, je peux tout. Là, j'ai le droit à tout. Là. J'ai le droit de chanter, j'ai le droit de jouer, j'ai le droit de danser. Ouais. J'ai le droit de faire un opéra dans lequel je ne chanterais pas. Tu sais, admettons. Ouais. Je pourrais. Un opéra muet. Ben non. Moi, j'ai toujours dit qu'à partir du moment où je suis mezzo-soprano puis que je suis sur la scène, ça doit ressembler à un opéra parce que je suis mezzo-soprano. Mais t'as fait toutes sortes de prod assez pétées, quand même. Moi, je me permets d'utiliser ce mot-là. Il y en a que j'ai participé avec toi, entre autres avec dans le temps de l'ECM, on a fait un opéra qui était comme basé sur qui était en format bande dessinée. Oui, on a-tu fait un opéra hockey ensemble? Oui, puis on a fait le tweet. Les tweets. On a fait un cabaret, cabaret chanté à partir de Twitter, qui est un sujet à la mode, c'est assez. Mais ça, c'était des productions que je trouvais qui étaient le fun, des nouvelles propositions, c'était multimédia, et c'était très cocasse. Mm-hmm. Maintenant, tu as fait d'autres productions, beaucoup moins cocasses. Oui. Couple d'affaires assez heavy. J'aimerais ça qu'on parle de ces affaires-là. Okay. Parce que pour te rendre à ces productions-là, il y a eu un autre chemin, parce que comme tu l'as dit tantôt, j'ai écouté l'opéra, j'ai fait mes classes, comme on dit. T'as fait l'opéra, tu sais... j'ai étudié... Mozart, oui, j'en ai fait beaucoup quand j'étais étudiante. Puis professionnellement, t'en as fait un peu? J'ai été choriste à l'Opéra de Montréal pendant 15 ans, je pense. Okay. Fait que j'en ai fait de la Aïda, puis de... T'as tout ça. Moi, je veux savoir, c'était quoi la première production bizarre qui s'est présentée, justement, dans lesquelles t'as participé, solistiquement? Oui, parce que moi-même, je t'ai garé, je regardais ta feuille de route, puis je me demandais c'était où que ça avait commencé. Il était où le clic? Oui, j'ai toujours eu beaucoup d'affinité avec la musique contemporaine. Mais ça, c'est, je dirais, enfant, là. Pour plein de raisons. La musique contemporaine, c'est jamais quelque chose que j'ai trouvé étrange ou spécial ou weird. Je pense que le simple fait que Gilles Tremblay habitait en bas de la rue chez nous, il est probablement pour quelque chose. C'est parce ça aide. Tu le connais, le monsieur, il habite en bas de la rue. Fait qu'à un moment donné, tu vois son nom, puis tu écoutes sa musique, puis ça me paraissait naturel. Puis aussi, j'étais au conservatoire, j'étais adolescente, puis déjà, un de mes meilleurs amis, c'était André Ristic, fait que il était pas en composition à l'époque, mais j'avais des amis en composition, puis tout ça. Donc, j'ai toujours été proche des compositeurs, puis la musique contemporaine, c'est quelque chose qui m'intéresse pour plein de raisons. Je pense d'ailleurs qu'une des raisons bêtes pour laquelle la musique contemporaine m'intéresse, c'est que j'ai toujours eu un très bon solfège. Fait que rapidement...
pour moi, c'était facile et agréable à faire. Ça, et comme tu viens de le dire, c'est essentiel. Pour nous, c'est très différent. Il suffit que tu aies une bonne lecture, mais aussi une organisation, je dirais. Mais pas mal tout le monde, comme instrumentiste, peut se lancer là-dedans. Chanteur, chanteuse, c'est une autre affaire. Oui, c'est... Si t'es pas bon en solfège, tu vas jamais là. Ben, puis j'ai pas l'oreille absolue. Non. Puis en fait, c'est que... Ouais, mais t'as une oreille comment, mettons? T'es-tu par intervalle? Non. Même pas? J'y vais plus par intervalle. Okay. J'ai changé ça. Oh, okay. J'ai changé de méthode. Maintenant, je me fais à croire que j'ai l'oreille absolue. Puis ça marche pas mal tout le temps. Je fais semblant que j'ai l'oreille absolue. Ah, tu sais, comme ton rôle, t'as l'air de soprano. Oui, c'est ça. Je fais semblant. Ouais, moi, je pense que je sais c'est quoi. Moi, je chante quelque chose, puis tu sais, je te dirais, en général, c'est ça. OK. Mais parce que aussi, puis je peux comprendre que pour une chanteuse qui n'a pas de solfège, l'idée de monter de la musique contemporaine, l'investissement qu'il va falloir qu'elle mette en heure pour la satisfaction que ça va donner, la gratification qu'elle va avoir, ça ne vaut pas la peine, oublie ça. Alors que pour moi, ben, c'est raisonnable. C'est beaucoup d'investissement, mais c'est quand même raisonnable. Donc, j'ai toujours eu, à cause de ça, beaucoup de plaisir puis beaucoup de facilité à faire de la musique de création. Mais il y a tout le côté performatif. Je me rappelle, entre autres, d'être étudiante en chant à McGill. Puis, ça, je réalise aujourd'hui la chance que j'ai eue. J'ai étudié avec Anne Simons. Il y a un cours d'ensemble. Bon, je fais de la chorale, évidemment. Je suis bonne, ça fait longtemps que j'en fais. Fait que je fais les chamber singers, tout ça. Mais il y a l'ensemble de musique contemporaine qui me tente beaucoup. Et là, je fais la rencontre de Bruce Mater, qui est enchanté d'avoir une chanteuse. Il n'y en a jamais. Puis là, je réalise la chance d'aller dans son bureau au mois de septembre, puis il me dit « Qu'est-ce que vous avez envie de chanter cette année? » Name it, là. Les Madrigals de George Crumb, des pièces de Chinoara. Ah, moi, j'aime ça, Dalla Piccola. Oui, on va faire les Parole di San Paolo. Tu sais, des affaires genre 2 harpes, 3 vibraphones, des affaires que je pourrais jamais faire dans la vie. Mais pourquoi il t'a proposé ça comme ça? Parce que lui, il allait faire sa programmation. Il y avait une chanteuse, fait qu'on va en profiter. Une chanteuse qui était game de se lancer là-dedans. C'est ça. Puis là, il y avait des étudiants en composition, puis il disait, j'ai une chanteuse. Fait que là, j'avais des gens comme des étudiants en composition qui composaient pour moi. Hey, j'étais en 2e année de bac, là, tu sais. C'était hallucinant. Je regarde ce que j'ai chanté pendant mes années, c'était hallucinant. À ce moment-là, je ne réalisais pas comment j'étais chanteuse. Non, c'est ça, je pense. Parce que même là, aujourd'hui, il y en a des chanteuses et des chanteurs, puis je pense que c'est une genre de position que bien du monde se battrait pour avoir. Je comprends. Vraiment. Ah non, c'est une chance inouïe. Mais donc, à cause de ça, j'ai eu plusieurs... Puis là, c'est là que, rapidement, ça m'est apparu évident que dans l'interprétation de musique contemporaine, il y a le côté, tu sais, extrêmement musical. Tu sais, je veux dire, si tu montes le marteau 100 mètres, là, oublie ça, t'es en l'air de ton lutrin puis tu comptes, là, tu sais, puis c'est ça. Mais il y a tout un autre volet de musique de création. Bon, évidemment, on pourrait aller dans le Kagel, mais à Pergis, mais dans d'autres choses comme ça, qui demandent vraiment un niveau de performativité important. Faut que tu te donnes, faut que tu crées quelque chose, faut que tu performes. Non. Et puis là, je me suis rapidement découvert énormément de fun et de plaisir et d'aptitude et d'intérêt pour la performativité. Et là-dessus, je me rappelle, entre autres, là, ça fait longtemps. J'étais étudiante, j'ai un de mes amis, Anthony Rosankovitch, qui compose une pièce qui s'appelle Coq à l'âme karaoké. Un théâtre musical, un vrai là, théâtre musical. Là. Je dirais, à un moment donné, j'étais en petite boule en dessous du piano. Puis on fait ça dans la chapelle du Bon Pasteur, Cabaret Dada, organisé par Mark Island et Silvio Palmieri. Mon Dieu, je me rappelle de ça. Puis là, le fun que j'ai eu à faire, l'espèce de mise en scène, de mise en espace, de... Tu sais, quand tu dis, là, quand tu sens que tu es sur ton X, là, ça a fait comme... OK, là, je suis sur mon X. Je chantais là-dedans, mais c'était tellement plus que chanter. C'était tout le reste, là, tu sais. Puis là, ça a probablement été le moment où ça a fait comme « Ah, moi, c'est ça. » Puis après ça, évidemment, 2 ans plus tard, les hasards font que je m'assois au musée d'art contemporain pour écouter Pauline Vaillancourt chanter Les Chants du Capricorne. Je suis sortie de là sans voix, sans parole. J'y suis retournée le lendemain, puis ça a fait comme « Ah, ben là, OK, c'est ça. » C'était-tu plus le « Ah, OK, j'ai le droit de faire des trucs de même? » Ça faisait « Ça peut être... » Ça peut être ça. Ça peut être aussi fort que ça. Okay. Aussi fort que ça, aussi... En fait, je pense que ce qui m'a plu dans Les Chants du Capricorne, quand j'ai vu Pauline le faire, c'est sentir que ce qu'elle faisait lui était complètement singulier et propre. Personne d'autre pourrait faire ça. C'était
elle, sa compréhension, son corps, sa sensibilité, sa voix, son chant, sa musicalité, tout était, dans le fond, mis en œuvre pour, je voudrais pas dire exploiter, mais mettre en valeur tout ce que Pauline est capable de faire. C'était vraiment, pour moi, c'était cathartique, là, être là, certainement, parce que ça a fait, OK, donc moi, mon but, c'est pas d'essayer de chanter le plus possible comme René Fleming, le plus possible comme Frédérica von Stade, non, c'est de chanter le plus possible comme moi. Puis c'est un chemin dont j'ai dévié à plusieurs occasions pour plein de raisons, mais j'y reviens tout le temps. Qu'est-ce que moi, je suis capable de faire, là? Puis de prendre confiance en ce que tu es capable de faire, de l'estimer, pas l'écraser. Parce qu'on est quand même... souvent, qu'est-ce que je suis capable... Je pense que la plupart des gens vont plus se dire qu'est-ce que je suis pas capable de faire. Oui. Puis ils vont fixer là-dessus. Puis ils misent pas sur des bonnes énergies. Ils vont miser sur leurs défauts. Puis alors que si tu dis, OK, moi je suis capable de bien faire ça, est-ce que je peux le rendre encore plus beau? Est-ce que je peux le rendre encore plus loin? Oui. Puis ça peut donner un terrain de jeu le fun. Bien, puis aussi, je demeure absolument convaincue que comme je disais tantôt, ce qui me définit, moi, c'est la pluralité de tout ce que j'ai vécu comme spectatrice, comme musicienne, mais comme plein d'autres choses, là. Puis moi, j'ai envie d'amener tout ça sur la scène, puis de travailler avec des gens qui vont amener toute leur personne sur la scène, puis de travailler avec tout ça. Ce qui veut dire que oui, j'ai fait des études en chant, puis oui, j'ai chanté du Boulez, puis oui, je suis capable de chanter du Rossini, mais, tu sais, Living on a Prayer de Bon Jovi, c'est peut-être une des chansons que je chante le plus souvent dans ma vie, puis j'ai gagné ma vie essentiellement, j'ai payé ma maison en faisant de la musique médiévale et en chantant I Will Survive. Fait que, tu sais, tout ça, ça fait partie de ça. Puis d'ailleurs, tu as fait... OK, donc revenons à l'affaire. Tu as vu cette production-là de Pauline. Oui. Ça a été marquant. Puis toi, après ce moment-là, il y a eu d'autres rencontres qui se sont faites dans lesquelles tu as monté tes propres projets. Oui. Parle-moi-en. Bien, c'est sûr qu'il y a eu la chance que j'ai eue de travailler avec Lorraine Vaillancourt puis avec Véronique Lacroix, puis ensuite avec Walter Boudreau. J'ai eu la chance, moi, comme jeune chanteuse, de travailler presque autant avec la SMCQ qu'avec le CM, qu'avec le NEM. Donc, de vraiment me frotter à ce qui se faisait en musique contemporaine de plus varié. Ce qu'il y a mieux, en fait, à Montréal. Puis j'ai tellement appris, et j'ai énormément appris et de Lorraine, et de Véronique, et de Walter, mais à des niveaux complètement différents. Mais donc, c'est des gens qui m'ont fait confiance puis qui m'ont donné des opportunités mirobolantes. Puis justement, qui m'ont appris, je pense, à trouver qu'est-ce que j'avais à offrir, tu sais, qu'est-ce que j'avais à offrir, puis qu'est-ce que j'étais peut-être mieux de ne pas essayer d'offrir parce que ça valait peut-être pas la peine, qui est quand même aussi un champ utile. Ben oui, c'est... Donc, il y a eu cette chance-là, puis évidemment, tellement de compositeurs qui m'ont donné la chance, qui ont composé pour moi des œuvres magnifiques. Je te dirais qu'après ça, la grande chance que j'ai eue, ça a été de chanter Wo bist du Licht de Vivier avec la SMCQ. Je peux le dire maintenant pour l'histoire que j'ai remplacé Dan Taylor un petit peu à la dernière minute. Walter avait eu l'idée de faire chanter cette pièce-là par un contre-ténor. C'est vrai que je peux imaginer dans la théorie l'intérêt que ça pourrait avoir. Vocalement, je ne suis pas sûre que c'est si possible que ça. En tout cas, de toute façon, ça ne s'est pas fait. J'ai remplacé Dan. Puis là, j'ai chanté Vivier. Je connaissais un peu, mais là, tout à coup, j'ai rencontré Claude Vivier, qui est comme, je te dirais, comment je pourrais dire? C'est comme ma famille, tu sais, c'est comme si c'était un oncle ou je sais pas qui, là. Ça, c'est de la musique de ma famille, Claude Vivier, là. Je comprends ça. Tu sais, je comprends tout. Quand j'écoute du Vivier, je comprends tout. J'écoutais hier soir, là, Poulard de Wata, puis je comprends pourquoi c'est écrit de même. C'est familier. C'est prétentieux, là, mais c'est exactement ça. Moi, Vivier, là, c'est comme si c'était quelqu'un de ma famille. Oui, il y a certains vocabulaires. Ça tombe dans les oreilles, puis tu fais... en fait, il y a une aisance. C'est ça, il y a une aisance qui peut se créer. Que ça a été une grosse chance. Puis après ça aussi, j'avais fait à ce moment, au cours de ces jours, la rencontre d'un compositeur en France qui a composé un opéra pour moi, sur Rimbaud, que j'ai été faire à l'Opéra national de Montpellier. Puis le rôle de Rimbaud qu'il a composé pour moi, c'était
ça m'a vraiment donné une expérience là, artistique, vocale, musicale, qui a vraiment fait de moi une autre chanteuse. Puis en plus, c'est la première occasion à laquelle j'ai travaillé à l'opéra avec une chorégraphe plutôt qu'avec un metteur en scène. Okay, puis le rapport à la scène que cette chorégraphe-là m'a donné, ça a vraiment ouvert des portes immenses. Puis je te dirais que c'est probablement le moment où je me suis rendu compte que je me suis toujours intéressée à la danse, mais que là, la danse avait une proximité dans l'approche artistique que je veux développer qui est très, très importante. Okay. J'aime beaucoup penser que la chanteuse que je suis, à bien des égards, je suis une danseuse qui danse avec un petit bout de son corps, là, tu sais. Okay. Mais c'est ça que je fais quand je chante beaucoup. Je danse avec un petit bout de mon corps. Puis l'attitude que j'ai sur scène, il me semble que c'est probablement plus celle d'un danseur que celle d'une actrice ou celle d'une musicienne. OK. Ça, cette attitude-là, justement, de scène, tu l'as découvert quand? Dernièrement, ça fait pas si longtemps. Quand j'ai travaillé cet opéra-là de Rimbaud, j'ai vécu quelque chose de formidable. Puis après ça, il y a eu quelques années, justement, où ça m'a vraiment manqué. Tu sais, ça marchait pas, là. Je travaillais avec des metteurs en scène, je travaillais avec des chefs d'orchestre, puis tout ça, puis ça faisait... il me semble, moi, je serais capable d'un petit peu plus que ça. Puis ensuite, là, un événement assez important, c'est quand Pauline m'a demandé en 2015 de remonter les Chants du Capricorne. Oui. Ça, c'était un pas pire événement, ça. Ça a été vraiment une expérience inoubliable que je porte encore presque tous les jours, là, tu sais, en moi. Puis ça, justement, le travail du Capricorne, c'est un travail à la rigueur de danseuse. C'est une danseuse qui danse avec sa voix. En tout cas, je sais pas ça. Déjà, il n'y a pas de texte. Ben, il y a du texte, mais qui veut rien. Ben, non, qui veut dire plein de choses, mais qu'on comprend pas. Qu'on doit deviner. C'est ça. Qu'on doit se faire une idée. C'est ça. Donc, ça, les Chants du Capricorne, dans ma corporéité, là, dans ma façon d'aborder ça, ça a été très important. Puis aussi, la façon de travailler, parce que Pauline, qui l'a monté avec moi, puis qui était évidemment très exigeante, puis je peux comprendre parce que elle avait des attentes. Ah oui, c'est ça, tu as travaillé direct avec elle. Oui, okay, c'est ça. Mais elle me l'a fait travailler un peu ce que j'appellerais à l'envers, c'est-à-dire que j'apprenais assez rapidement un chant. Après ça, on le mettait en scène, puis c'est après ça que je le travaillais puis que je le mémorisais. Okay, puis... je dirais peut-être 4 mois avant la première, j'avais le costume sur le dos. Puis je travaillais avec le costume sur le dos. Parce que quand tu mets le costume du Capricorne, t'es pas en jeans t-shirt, là. Là, t'es d'autres choses. Vocalement, dans ton corps, puis tout ça, t'es autre chose. Oui. Puis là, c'est là, d'ailleurs, qu'est partie toute cette espèce de concept que je veux développer, puis c'est vraiment, ça va être mon travail, j'ai l'impression, des 15-20 prochaines années, ça va être justement de jouer avec les règles de production, puis de création, de conception de l'art lyrique, ou de dire, plutôt que de prendre une partition qu'on chante, puis une fois qu'on l'a appris, puis qu'on l'a chanté, on va la mettre en scène, puis une fois que ça va être fait, on va se mettre un costume sur le dos, puis une fois que ça va être fait, on va aller sur la scène avec les éclairages. Puis si on mélange les cartes, on prend tout ça, mais on mélange les cartes, puis on commence avec une mise en scène, puis un costume. Puis après ça, on va rajouter à ça de la musique, mais on va avoir mis les éclairages avant. Puis tu sais, d'essayer de changer les étapes, ce qui fait que ça ne sera pas de la musique mimée, costumée, puis éclairée. Je comprends ce que tu veux dire, oui. Parce que je pense que c'est ça la force du Capricorne, dans le fond. La force des Chants du Capricorne, c'est que c'est pas la toune de Chelsea que Pauline a mis en scène. Mm-hmm. Pauline a inventé un personnage, parce qu'on s'entend que les Chants du Capricorne, c'est pas un opéra du tout, là, c'est de la musique de concert. Mm-hmm. Elle a pris cette musique-là, elle a inventé un personnage, puis elle s'est servie de la musique de Chelsea pour venir, je dirais, donner vie à ce personnage-là. Puis ça, c'est magique. Puis c'est irrésistible, d'ailleurs, parce que quand on le voit sur la scène, on comprend n'importe qui, là, même les gens qui n'aiment pas la musique contemporaine, n'importe quoi, je les mets au défi de venir voir les Chants du Capricorne, puis de ne pas faire à un moment donné comme « wow, c'est hot. Oh, oui. C'est hot. »
Puis donc, c'est là qu'après ça, quand Pauline m'a donné une carte blanche, j'ai eu l'idée pour plusieurs raisons, de monter une œuvre pour voix seule. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis là, j'ai pensé à Love Songs d'Anna Sokolovic. Oui. Puis là, j'appelle Anna, puis elle dit, si tu le fais, je le fais avec un autre instrument. Puis je dis, d'accord, OK. Puis là, elle dit, je le ferai avec saxophone. Puis là, j'ai fait comme, OK, avec saxophone. Et boy. Fait que j'ai dit, OK, si on le fait avec saxophone, je vais demander à Jean de Rome. Fait que là, Anna dit, c'est comme un compositeur, je peux pas composer pour un compositeur. Puis j'ai dit, là, on va voir. Puis là, j'appelle Jean, puis là, Jean dit, là, je suis pas saxophoniste, moi. Fait que là, je dis, c'est magnifique, c'est très prometteur, tout ça. Puis là, je me suis dit, OK, qui va faire la mise en scène de ça? Puis j'ai dit, je vais demander à Fred Gravel. Mm-hmm. L'univers de Fred Gravel est un univers qui me... OK, fantastique. Qui m'est très, très... Puis qui me parle directement, là. Tu sais, je comprends. Tout ce qu'il fait, je comprends pourquoi il fait ça. Fait que j'ai dit, je vais demander à Fred. Je l'appelle, puis il me dit, j'ai jamais fait ça. Fait que là, j'étais avec une compositrice qui allait composer pour un saxophone, qui était un compositeur qui n'est pas vraiment saxophoniste. Puis tout ça allait être mis en scène par quelqu'un qui ne fait pas de mise en scène d'opéra. Je me suis dit, ça va être génial, ce show-là. Et comme de fait, Love Songs Opéra, avec Jean, mis en scène, chorégraphie, mis en espace par Fred, c'était un spectacle vraiment extrêmement satisfaisant. Là. Vraiment extrêmement satisfaisant, où tout, justement, avait les bonnes proportions. Là. Tu sais, je trouve que tout était mis aux bonnes places. Mais t'aimes la mise en danger quand même un peu aussi. Là. Il y a une certaine mise en danger de prendre des gens, les mettre dans une zone relativement inconfortable, assez pour qu'ils soient super réveillés puis créatifs. Donc ça, c'est sûr que ça... Ben oui, moi, je pense que la beauté de l'opéra, ou en tout cas de ce que je fais, là, je sais pas comment on va appeler ça, mais admettons de l'opéra, ça va beaucoup être de travailler avec... tu sais, c'est du contact humain, dans le fond. Là. On est des personnes, puis on travaille ensemble. Puis je pense que ma job de directrice artistique de Chant Libre, là, ça va être surtout d'asseoir les bonnes personnes autour de la table. Peut-on parler de ça, s'il te plaît? Bien sûr. De Chant Libre? Oui. Explique c'est quoi Chant Libre, parce qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi. Chant Libre, c'est une compagnie qui a été fondée il y a 31 ans, presque 32 quand même, par Pauline Vaillancourt. Le contexte est assez simple. Pauline faisait carrière à ce moment-là, une belle carrière en Europe. Et puis, elle chantait là-bas de l'opéra puis plein d'autres choses. Mais évidemment, elle revenait souvent au Québec pour constater que les compositeurs d'ici avaient des occasions de faire jouer leur musique, surtout dans ce temps-là, Radio-Canada passait plusieurs commandes et tout ça. De mèche. Mais il y avait plusieurs occasions de faire jouer leur musique, de créer, mais pas de l'opéra. Personne n'avait d'occasion, d'endroit pour créer de l'opéra. Et puis comme l'opéra, on dirait que c'était un peu le truc du dimanche oui, qui était joué, ça. Qui d'ailleurs a recommencé. Ouais. Oui. Et puis, c'est sûr aussi qu'on est à l'époque où Boulez avait dit l'opéra est mort, puis blablabla. Mais en Europe, ça recommençait déjà avec des compositeurs, entre autres, comme du Sapin, puis tout ça. Ça commençait vraiment à prendre du poil de la bête de très belle façon. Puis ici, il n'y avait pas d'occasion. Je peux le dire maintenant parce qu'on est entre nous, personne ne va écouter, mais personne ne va le répéter. Mais je pense que aussi quand l'Opéra de Montréal a eu comme première création, première commande, Nelligan d'André Gagnon, je pense que Pauline a fait comme « OK, ça va faire, je vais la créer, moi, la compagnie. » Parce que de penser que... J'adore André Gagnon, là. J'ai écouté Neige en boucle quand j'étais jeune. C'est rien contre... mais de penser que l'Opéra de Montréal, la création qu'il pouvait se permettre, puis je peux comprendre, je me mets à la place de... Je sais pas si... C'était qui à l'époque, là? Ouais. Ben, je pense que c'était Bernard Usan. Peut-être. Je pense. Mais en tout cas, je peux comprendre que, tu sais, t'as la salle Wilfrid Pelletier à remplir, là. Fait que t'as des abonnés, puis ça, tu peux pas... Bref, il y avait un gros besoin. Alors, Pauline a créé Chant Libre pour donner une voix aux compositeurs. Puis là, cette compagnie-là, depuis 32 ans, a créé plusieurs spectacles, plusieurs productions. Et puis là, Pauline a décidé il y a 11 ans, un jour, on était en répétition pour une production, de venir me voir puis de dire, moi, si un jour, là, Chant Libre, je suis plus capable, là, j'ai plus envie, j'ai plus l'énergie, j'ai plus le temps, j'ai plus la santé, j'ai plus quoi. Est-ce que tu serais là pour le reprendre? Puis j'ai dit, oui, c'est sûr que je serai là. Je serai là. Quand ça va se passer un jour, je serai là. Et t'es là. Et je suis là. Depuis quelle année, maintenant? Je suis entrée en poste cet été. Ah non, c'est en poste cet été. Ouais. C'est depuis maintenant. Mais c'est sûr qu'on préparait tranquillement, Pauline et moi. Ça fait longtemps qu'on sait
que ça s'en vient. Je pense que Pauline attendait d'être prête, mais elle attendait peut-être aussi que je sois prête, puis que la compagnie soit prête. Elle avait aussi un projet qu'elle voulait mettre sur scène avant de quitter, puis qui, à cause de la pandémie, a été retardé un peu. Fait que, bref, depuis juillet, c'est moi qui... Et là, ça vient avec beaucoup de responsabilités. Direction générale, direction artistique. Je fais juste la direction artistique. Moi, j'ai été me chercher une super directrice générale. J'ai une super belle équipe, là. C'est vraiment le fun. OK, cool. Évidemment, tu ne pourras pas me dire trop sur lesquels projets que tu travailles pour l'année prochaine, tout de suite. Ben, j'ai des très beaux projets. On est rendu en 2025, là, mais je peux te dire que notre prochaine création, ça va être un opéra de Katia Magdissi-Warren. OK. Qui... ça doit être son premier, hein? Je pense. Oui, ben, elle a composé beaucoup pour la voix, mais une œuvre de lyrique là, comme telle, je pense que ça va être son premier. Ça va être très spécial. Ça va être c'est un très super beau projet, mais on a des coproductions qui s'en viennent aussi. Paquet de belles affaires, là. Puis, wow, très cool. Et si tu as le temps, et en même temps, je sais que tu complètes un doctorat qui va bientôt se terminer, que tu fais à l'UQAM, justement, en création artistique et... Attends, peux-tu C'est recherche-création. Recherche-création, pardon. Oui. Recherche-création, qui venait, entre autres, avec un spectacle que tu as monté, que tu as créé, qui, encore aussi à cause de la pandémie, il y a eu des petites complications pour... j'étais supposé d'y aller, puis là, après, ça t'est déplacé, puis je ne pouvais pas y aller. En tout cas, bref. Est-ce que tu vas refaire... Peux-tu m'expliquer un peu le show que tu as monté? Ah, ben ça, c'était oui, c'était pour mon projet de doctorat. En fait, j'avais besoin d'avoir un terrain de recherche qui serait... Ce que je voulais étudier, c'était un contexte de création collective. Mm-hmm. Un contexte de création collective, c'est-à-dire justement de prendre quelqu'un qui va être texte mise en scène, quelqu'un qui va être musique, conception sonore et tout ça, et moi. Puis, on s'assoit autour de la table avec pas d'idée, avec juste, on jase, puis on va monter un show. Donc, on jase, puis on monte un show. Puis on a finalement, en travaillant, en discutant, en jasant, en mettant... On a monté un spectacle qui s'appelle « Aujourd'hui Calling You », qui était, je vous dirais que nos sources d'inspiration, c'était beaucoup le karaoké. C'était beaucoup la chanson « Calling You » du film Bagdad Café, pour ceux qui sont aussi vieux que moi. Et puis, il y avait aussi... J'aime Hydro, le théâtre documentaire de porte-parole. Donc ça, c'était qui a ouvert des portes à un style qui existait minimalement avant et qui maintenant est rendu très populaire. Oui, tout à fait. Puis justement, ça nous a permis de créer ce spectacle-là à 3. Pour moi, de réaliser un rêve de création collective qui s'est avéré très satisfaisant. Plein d'écueils, mais je pense que je m'y attendais un peu, je n'étais pas étonnée, mais qui s'est quand même passé dans le bonheur et l'harmonie et surtout, je pense, la richesse des contributions de tous les 3. Puis ça a donné ce spectacle-là qui est, je pense, un gros moment de fun et de plaisir. Et... Est-ce que vous allez le refaire? Ben, j'espère. Pas pour l'instant. De toute façon... Il n'y a pas d'occasion encore confirmée, mais c'est certainement un spectacle que... Je te dirais qu'avec la prise de la transition à chant libre puis tout ça, il y a des dossiers à un moment donné sur lesquels il faudrait mettre plus d'énergie, mais on va y venir. Entre autres, tu dois te concentrer aussi à chanter, parce qu'il faut bien chanter aussi. C'est ça, il faut chanter, puis aussi, je pense que ça va être ma job comme directrice artistique. Mais ça l'était un petit peu déjà avant comme chanteuse, mais de voir ce qui se fait, de voir là où les gens sont. Qu'est-ce qui se fait en danse, qu'est-ce qui se fait en opéra, qu'est-ce qui se fait... Je connais, sans me vanter, je pense que je connais la scène montréalaise assez bien. Je consomme pas mal de culture. Je suis pas souvent chez nous le soir. Mais il faut que j'aille voir ce qui se fait ailleurs aussi. Parce que j'ai l'impression que ce qui se fait ailleurs peut certainement parler au public d'ici. Puis, il faut que je vois aussi qu'est-ce que moi, comme artiste d'ici, j'ai à raconter aux gens d'ailleurs. Puis aussi parce que je crois que nous vivons dans une ère de coproduction, de collaboration. Puis j'ai certainement envie de travailler avec des artistes d'ailleurs. Et peu importe qu'ils soient musiciens, qu'ils soient acteurs, metteurs en scène, chorégraphes ou peu importe. Donc là, j'en suis surtout, je dirais, à faire, pas l'état des lieux, je dirais à faire le tour de mon terrain de jeu, voir à quoi on va jouer, avec qui je vais jouer.
Puis à partir de là, s'amuser. Oui, on va s'amuser. Avant de passer à deux segments qui portent le nom de cette émission, je te dis merci parce que il n'y a pas longtemps, je te disais que j'enseignais violon à mes filles, puis il y avait un petit peu un manque d'intérêt de leur part, c'était un peu... Je me disais, peut-être je devrais laisser tomber. Puis toi, tu m'avais dit, Fred, laisse pas tomber, donne-leur des cours de musique, puis tu sais, au moins jusqu'au secondaire, puis après, ils feront ce qu'ils veulent, mais au moins donne-leur la base. C'est un des meilleurs conseils que j'ai reçus. Je suis pas content de continuer à le faire. Merci en passant. Parce que sinon, ça me fait plaisir. Même si on se chicane encore un peu avec ça, mais au moins, c'est présent. Au moins, ma plus vieille est capable de déchiffrer une partition, capable de lire. C'est quand même un langage, puis c'est vrai que c'est important de le faire. Ah, puis écoute, crois-moi, quand elle va avoir 15 ans, puis qu'elle va avoir comme 10 ans de musique en arrière de la cravate, là, elle va réaliser la chance qu'elle a, le fun qu'elle peut avoir. Aussi, socialement, la position que ça lui donne, d'être capable de faire de la musique, de savoir c'est quoi. Dans une cour d'école secondaire, là, quand tu es un musicien puis que tu es capable de lire une partition, ça te donne toute une posture. Ouais, mais c'est sûr qu'il ne faut pas s'étonner qu'un enfant de 8 ans qui est en train d'écouter la TV, si tu lui dis « OK, il faudrait que tu ailles pratiquer », il ne dira pas comme « Ah, il est enfin! » Non, non, ça ne se passera pas. Mais en fait, tu sais, souvent les gens me disent « Ah non, moi, ma fille faisait du violon, puis elle a arrêté parce qu'elle n'aimait pas ça. » Puis, comment tu fais pour que tes enfants aiment ça? Je dis « Moi, je leur demande pas s'ils aiment ça ou non. » Je l'aurais jamais demandé. On n'est pas obligé de tout savoir. C'est ça. Tu sais, c'est la technique de Donald Trump. Là. Si tu veux pas qu'il y ait de malade de COVID, tu fais pas de test. C'est ça. Moi, ça peut être efficace, des fois, cette technique-là, dans certains aspects. Pas moi, toutes. Écoute, moi, j'ai jamais demandé à mes enfants s'ils aimaient ça, faire de la musique. Fait qu'ils m'ont jamais dit qu'ils aimaient pas ça. Puis ils sont musiciens aujourd'hui, ils sont très heureux. J'adore ça. OK, on passe à la prescription. Ouais. Alors, chère Marie-Annick, je sais que c'était un devoir étrange. Tu me dis, hey, c'est pas évident quand même à réfléchir. Mais comme je te dis, tu peux dépasser, j'avais dit le chiffre de 3 suggestions, ça fait 3, 4, 5, 6. Mais tu m'as dit que tu avais travaillé un concept. Alors, oui, j'étais un petit peu excitée de voir ça. Ben, d'abord, je me suis dit, plutôt que d'aller vers... je vais plutôt observer c'est quoi, moi, mais qu'est-ce que je consomme? Qu'est-ce qui me réconforte? Vers quoi je vais naturellement? Puis je me rends compte qu'il y a des artistes, sans l'avoir nécessairement choisi, je connais leur œuvre au complet. Systématiquement, j'ai lu tous leurs livres, j'ai vu tous leurs spectacles, j'ai écouté tous leurs disques, sans me poser de questions, mais c'est naturel que s'il y a un spectacle, c'est sûr que je vais être là. Puis, aussi, c'est le gros... d'ailleurs, quand j'enseigne, c'est toujours le point de référence, c'est « C'était bon le livre que tu as lu, est-ce que tu le relirais? C'était bon la chanson, est-ce que tu la réécouterais? » T'sais, parce que pour moi, il y a des affaires qu'on fait comme « ça, c'était vraiment bon. » Est-ce que j'y retournerais? Ben non. J'ai eu ce que j'avais à avoir de ça. Alors que d'autres œuvres vers lesquelles on retourne inlassablement, puis... Fait que vraisemblablement, il y a ce que cette œuvre-là est, mais il y a aussi comment elle te fait sentir. Il y a, c'est bon, tu sais, c'est un miroir, hein? On est des artistes, on est des miroirs. Donc, il y a 3 artistes comme ça que j'ai identifiés. OK. Puis j'étais, comment je voudrais, étonnée moi-même de voir comme, ah ben oui, c'est vrai. Alors, il y a, bon, je suis allée d'abord du côté de la littérature. Je lis beaucoup depuis que je suis toute jeune, mais je suis la lectrice la plus... En fait, je lis des livres, je ne sais même pas c'est quoi le titre. Là. Je lis des livres comme de même. Là. Okay. Mais Jacques Poulain est un auteur qui m'a construit. Je porte une part importante de moi, ça vient de Jacques Poulain. Cool. Pour plein de raisons, mais la lecture de Volkswagen Blues quand j'avais 17 ans a été un point tournant dans ma vie, certainement.
J'ai fait de nombreux plans pour m'acheter un bazou pour prendre la piste de l'Oregon. Puis le hasard a fait que j'ai habité à San Francisco. Roman obligatoire en secondaire 3, moi. Ah oui? Ouais, il me faisait lire ça à tout le monde. C'était obligé. Moi, j'ai habité 2 ans à San Francisco. Puis évidemment, la première fois que je suis allée à San Francisco, je suis allée au City Light Bookstore. Puis j'ai cherché la photo de Théo. Puis je ne l'ai pas vue parce qu'elle n'est pas là. Mais j'étais... Puis en plus, Jacques Poulain, moi, je suis de Québec, fait que l'appartement en arrière du Château Frontenac, puis son appartement dans la rue Saint-Jean, puis tout ça, c'est un univers, l'île d'Orléans, c'est un univers qui m'est très, très proche. Je lis Jacques Poulain, puis c'est le plus beau miroir que je pourrais pas trouver parce que c'est toute cette espèce je dirais, d'émotion qu'il y a dans la simplicité, dans tout ça, là, fait que Jacques Poulain, son œuvre au complet. Évidemment, Volkswagen Blues, je l'ai lu je ne sais pas combien de fois parce que c'est Volkswagen Blues. Ouais, c'est un classique aussi. T'sais. Mais Le Vieux Chagrin, La Tournée d'automne, Les Yeux bleus de Mistassini, L'anglais n'est pas une langue magique, c'est... Donc, l'œuvre de Jacques Poulain. Parfait. C'est noté. Et puis, étrangement... Bon, puis mon deuxième artiste dont je me rends compte, je connais l'œuvre, puis j'ai vu plusieurs fois et tout ça, c'est justement, on en parlait plus tôt, c'est Frédéric Gravel. L'univers de Frédéric Gravel, c'est un univers que je comprends complètement. OK. En fait, je suis assise là, puis je regarde le show, puis tout ce qu'il fait, c'est comme « Ah ben oui, ben oui, ah ben oui ». C'est ça. Cette façon de déconstruire un peu un show de danse contemporaine, d'intégrer du rock, même des mouvements de corps qu'on n'est pas habitué de voir sur scène, une attitude. C'est tout justement cette espèce de permission de décloisonnement, puis de sentir que la posture décloisonnée, je dirais, de Fred, c'en est pas une de « Ah, je suis donc subversif que je vais amener ça sur la scène ». Ça lui est juste complètement naturel. Ouais. Je veux dire, il écoute ça, lui, La Passion selon Saint-Matthieu, puis il écoute du rock, puis il y a du, tu sais, puis Johnny Cash, puis tout ça. Fait que, ben, tout ça, ça va être sa scène, tu sais. Puis ça va être sur la scène dans son univers musical, puis ça va être dans sa scène, sur scène dans son... Dans sa théâtralité, parce qu'il fait des textes aussi sur scène. Fait que tout ça, c'est un univers, justement, que ça m'a fait comme, c'est tellement satisfaisant de voir quelqu'un qui honore l'entièreté de ce qu'il est. Puis qu'il soit seul, qu'il dirige un groupe, tout ça. Donc, puis, ben, c'est ça. Je me suis rendu compte qu'avec beaucoup de bonheur, j'ai vu toutes les créations de Frédéric, puis certaines que j'ai vues plusieurs fois. Puis je retournerai avec bonheur. Je me tanne pas, là, tu sais. Fait que ça, c'est certainement... Puis il y a quelque chose dans ça, je dirais, c'est pas un modèle ou un exemple, mais il y a une attitude dans ça qui m'inspire beaucoup. De dire, moi aussi, je pense que j'ai envie que l'opéra, ça puisse être ça aussi. Ça puisse être tout ça. Ouais. OK, cool. Fait que, certainement. Deuxième cue, wow. Et puis, ma troisième prescription, là, je me disais, ça prendrait bien un peu de musique, quand même. Puis là, honnêtement, j'ai été regarder, j'ai dit, OK, tu sais, qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que j'écoute le plus souvent? Puis l'artiste que j'écoute le plus souvent, c'est Daniel Lanois. J'ai tous les disques de Daniel Lanois, j'écoute tout le temps et beaucoup. J'ai écouté le disque Acadie, je ne sais plus, mais on doit avoir passé 200 fois, là, tu sais, je ne sais plus. Là, tu sais, mais c'est un catalogue qui est riche, qui est aussi très différent de disque en disque. Oui, et là, le dernier là, en piano, c'est ça. C'est super. C'est complètement d'autre chose. Puis il me semble qu'il y avait, tu sais, je me disais... Oh, petit piano, tu sais, ça va-tu être comme New Wave? Je sais pas. Puis j'ai écouté ça, puis ça fait comme, ah ben oui, OK, tu sais, c'est ça. Faut que je te parle de ça, parce que j'ai un copain qui s'en va vivre chez Daniel Lanois bientôt, là, qui est comme un peu protégé. Ah ouais? Ouais, qui est allé travailler avec lui, il est allé jouer en tournée avec lui, c'est un guitariste, et qui fait une genre de fausse résidence. Il l'a comme invité à le guider à écrire, parce que non seulement Daniel Lanois, c'est un sacré musicien, c'est une personne apparemment d'une générosité et d'une gentillesse effrayante. Ben, ça m'étonne tellement pas. Là. Ah non, il est ça fait. paraît, tu sais. Puis il donne pas de temps d'entrevue, mais si tu veux aller encore plus loin dans le trip de Daniel Lanois puis voir comment il est vraiment cool, puis il y a un podcast au complet avec Mark Moran, une entrevue de presque 1h30. Mark Moran qui est un gros fan, connaît tous les disques par cœur, puis il passe à travers tout ça, il parle de comment la musique s'est arrivée chez lui, comment le studio, qu'est-ce que ça représente. C'est vraiment un être incroyable, avec des idées complètement folles, qui a réussi à convaincre un paquet de monde de faire des affaires qu'il ne ferait pas habituellement. Je pense qu'il y a sa musique aussi, puis tu sais, je me rappelle d'écouter le disque qu'elle avait réalisé de Emmylou Harris, tu sais, puis c'était comme, wow!
ça me rejoignait tellement. Puis la chanson qu'il a faite avec Joran, c'était comme oh. Mais il est capable de lire. C'est parce qu'il est capable de lire rapidement. C'est l'artiste qui est devant lui, peut aller chercher le mieux de cette personne-là, mais aussi en le sortant d'elle-même. C'est comme il y a quelque chose d'un peu gourou dans lui. Il y a quelque chose de spirituellement intéressant. Il y a quelque chose, en tout cas, son univers musical me parle complètement, correspond toujours à l'état d'esprit. Tu sais, ça correspond toujours à mon état d'esprit. Ça reflète vraiment bien ça. Puis, peu importe le disque, là, c'est sûr que il y a certains vers lesquels je vais retourner plus que d'autres, mais pas, tu sais, Belladonna, j'écoute ça, là, le disque. Très bon, Belladonna. C'est pas mon préféré. Moi, mon préféré, c'est l'autre avant Belladonna. Shine? Ouais, j'adore Shine. Je sais qu'il y a plein de monde qui détestent Shine. Moi, j'ai du plaisir avec ce disque. Puis moi, écoute, d'entendre un accord majeur à guitare électrique dans le milieu d'une tune me remplit de bonheur. J'aime les accords majeurs. Il y en a trop peu dans notre vie, dans la musique pop. Tu sais, à un moment donné, là, un accord majeur, ça fait du bien. C'est bien placé, là. Un accord majeur à la guitare électrique, là, c'est comme... Wow! C'est très satisfaisant. Fait que, puis c'est ça. Tu vois, ça, c'est le genre d'artiste que, l'air de rien, je me rends compte que je connais tous ses disques. Je l'écoute une fois par semaine. Tu sais, j'aurais pu en nommer plein, là, puis tout ça. Mais ça, vrai, ça s'impose. Ouais. Ça s'impose sans que je l'ai jamais choisi. Cette musique-là m'a choisi. Et quelle belle façon de conclure. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. À bientôt. J'espère sincèrement que cette conversation vous a plu. Et maintenant, on va se diriger vers une musicologue, tout nouvelle professeure au département. Voici Vanessa Blais-Tremblay. Vanessa Blais-Tremblay est professeure de musicologie au département de musique de l'UQAM. Et le reste du temps, violoniste, maman x3 et fondeuse. Spécialiste de l'histoire des femmes et de la musique au Québec, elle est directrice scientifique du réseau DIG, Différences et inégalités de genre dans la musique au Québec, qu'elle a fondé en 2021, et co-rédactrice en chef de la revue Women and Music, a Journal of Gender and Culture. Voici ma conversation avec Vanessa Blais-Tremblay. Alors, écoute, je suis content qu'on prenne un peu de temps pour se jaser à travers la fin de session. Et ça fait pas longtemps que tu es maintenant au département. Ça fait quoi maintenant? Une session complète? Oui, c'est ça, depuis juillet, pour vrai. Depuis juillet. Et moi, j'aimerais, avant que tu nous parles un peu de ton rôle ici, je serais quand même curieux qu'on aille un peu brosser un peu ton parcours, si on pourrait dire ainsi, parce que toi et moi, on se connaît quand même de l'université, on s'est connus à l'époque. Si je peux te dire quand même ma perception de toi quand tu étais à l'université, tu étais une fille assez discrète. Et je dirais pas peut-être timide, non, tu n'étais pas si timide, mais tu sais que tu faisais ton truc, super violoniste, mais qui aussi s'amusait à jouer à différents genres musicaux. Tu étais dans le classique, mais je sais que parallèlement, tu avais d'autres projets qui n'étaient pas si classiques, ce qui est un peu rare quand on est à l'université McGill, si on peut dire ainsi, parce que à McGill, on aime bien mettre l'accent sur la discipline qu'on pratique et un point, c'est tout. Et c'est pas une mauvaise critique, je veux dire, c'est comme ça. Cette université-là pratique comme ça, puis je suis fier j'enseigne aussi là, comme chargé de cours, et j'ai adoré étudier là. Mais j'aimerais aller encore plus loin là-dedans. Quand est-ce que la musique est apparue dans ta vie? Ben très jeune. Moi, j'ai grandi dans une petite ville
où il y avait un programme de musique au primaire, une concentration musique. Donc, tous les avant-midi, on faisait les matières français, anglais, tout ça. Puis les après-midi, on faisait de la musique tous les jours. C'était dans quel coin, ça? C'était à Rosemère, ça s'appelle l'École Alpha. Un programme de cordes super fort. Puis les 2 professeurs que j'avais à l'époque, je m'en rappelle encore très bien, là, c'est vraiment eux qui m'ont transmis leur passion de la musique, mais de toute la musique. Très tôt, on apprenait le classique, on apprenait la musique populaire, puis on apprenait beaucoup par le son. Je pense que certaines écoles ont différentes approches, mais la méthode avec laquelle j'ai appris, c'était en écoutant de la musique puis en reproduisant ce que j'entendais sur le violon, beaucoup plus qu'en lisant une partition directement. Je pense que ça a été un ancrage important qui a fait en sorte que peut-être plus rapidement, ou en tout cas plus facilement, j'ai eu envie de sortir rapidement de la musique classique là, pendant mes études au cégep puis à l'université. Je suis allée au cégep Vincent d'Indy, qui est une école avec une super belle réputation en classique, justement. Mais c'est là que j'ai commencé à faire la musique traditionnelle avec des musiciens que j'avais rencontrés là-bas, dans la cafétéria de l'école de musique Vincent d'Indy. Parce que Vincent d'Indy, maintenant aussi, c'est assez varié dans le sens qu'il y a du classique, mais il y a d'autres styles musicaux. Absolument. Il y a un programme en jazz, mais là, ça t'en dit long sur comment je suis rendue vieille. Là. Mais à l'époque où j'étais là, c'était beaucoup fort en classique, je te dirais. Oui, exactement. Cool. Puis, quand tu disais que tu faisais des cours à Rosemère, par contre, c'était des cours de groupe. Oui, c'était des cours de groupe, toujours. Il n'y avait pas de leçons individuelles. Quand est-ce que tu as eu des leçons individuelles pour la première fois? Ça a été au secondaire. OK, quand même. Ça, c'est un parcours. C'est quelque chose que je trouve intéressant. Ma blonde aussi, elle a vécu la même chose, puis elle vient de Rosemère, mais je pense pas que c'est cette école-là. Il y a plusieurs écoles dans le coin de Laval, Rosemère, et elle a eu des cours individuels vraiment sur le tard. Vraiment sur le tard. Mais pourtant, je pense que les cours de groupe fonctionnaient très bien parce qu'ils réussissaient à avoir... comment je pourrais dire, un certain niveau qui permettait de faire le switch. Mais je me souviens qu'elle-même a parlé de la première fois qu'elle était 1 à 1 avec un professeur. C'est comme un peu limite étrange, là, parce que c'est là, tout d'un coup, tu avais le spotlight sur tous tes défauts, puis quoi améliorer. Toi, ça t'as-tu fait un drôle de choc, ça, la première fois que tu as eu des cours seul à seul? Bien, c'est certain que j'ai l'impression... Quand je suis arrivée au secondaire, il y avait une école, c'était comme un mélange de 2 écoles primaires, 2 programmes concentration musique au primaire qui se mélangeaient. Puis c'était évident que ceux qui venaient de l'autre école étaient quand même plus forts sur le plan technique, là, sur le plan, par exemple, de la main d'archet, sur le plan de la justesse aussi, je dirais. Et donc, quand on est arrivé à nos premières répétitions d'orchestre, ce que je me rappelle très bien avoir remarqué, c'était que c'était les gens qui venaient de cette autre école-là qui étaient tout en avant. Hein. L'orchestre, il y a souvent, on est en avant, plus on est bon. Ou en tout cas, c'est ce qu'on... Quand on est jeune, là. Quand on est jeune. C'est ça. Dans les orchestres professionnels, tout le monde est bon. Ça que va. c'est encore un peu gagner une chaise titre en avant. T'as fait un processus d'audition assez précis qui fait que t'es pas mal bon. Mais après, une fois passé les 2 premiers pupitres, c'est d'orchestre, qui sont les chaises titres. Après, c'est pas mal tout le même niveau. Là, bien, professionnel, oui, mais justement, les orchestres amateurs, on avait vraiment cette idée-là que si tu as eu 92, tu es la chaise en avant. Si tu as eu 88, tu es l'autre chaise en arrière. Et donc, etc. Si c'était vrai, si c'était pas vrai, on le savait pas, mais c'était quand même ça qui circulait. Et puis, je suis revenue à la maison, puis là, je te le dis, puis là, j'ai une double carrière comme prof, mais je continue à faire de la musique aussi. Mais quand je suis rentrée au secondaire, j'étais pas au milieu de l'orchestre, j'étais la dernière chaise, les violons. Dans le fond, le local était tellement petit que j'étais dans l'espèce de petit local adjoint où on stockait les instruments de percussion. Tu sais, j'avais de la difficulté à voir la chef. Oui, c'est ça, un difficile contact avec les premiers. Mais en même temps, super formateur d'être en arrière. Ben oui, mais en même temps, j'étais en secondaire 1, je suis revenue à la maison, j'ai dit à ma mère, tu sais, je suis vraiment, vraiment loin, visiblement, là. Puis j'ai dit aussi, je trouve ça plate, tu sais, ça semble clair que l'école Alpha, les gens qui viennent de l'école Alpha sont en arrière, puis ceux qui viennent de cette autre école-là semblent être en avant. Puis ma mère, elle avait appelé la prof, puis elle avait dit, tu sais, ça serait peut-être intéressant de viser une répartition plus équitable des gens dans l'orchestre. Et à la prochaine répétition, imagine-toi donc qu'elle avait changé les places, la chef d'orchestre, puis elle m'avait mis premier violon, première chaise des premiers violons. Et donc... Est-ce que ça a eu une bonne influence, tu penses? Bien, c'est sûr qu'en voyant ça, je me sentais pas prête, je me sentais pas outillée aussi, je me sentais pas capable, mais je me suis mis à travailler. Puis alors que je la méritais
peut-être pas, cette chaise-là, à ce moment-là. Je me suis mis à travailler vraiment fort, puis j'ai pris mon rôle au sérieux. Okay. Puis voilà, ça a été une belle expérience, puis un peu une drôle d'histoire là, sur des fois le travail que les parents font en arrière, en backstage, pour soutenir leurs enfants. Ouais, je peux voir. Puis après, quand t'es arrivé, t'as fini ton secondaire, tu te disais, bon, je vais essayer musique, je vais essayer interprétation du moins, parce que c'était un peu ça à l'époque, il n'y a pas encore les options variées qui existent en diplôme de musique, tu apprends à faire ton deck en musique générale. Tu as fait 2 ans, puis tu as fait les fameuses éditions universitaires ici et là, et tu t'es retrouvé à McGill. C'est ça, en interprétation. Oui. Okay. Donc, c'était 3 ans. Tu as fait 3 ans ou 4 ans? J'ai fait 4 ans, parce que je parlais pas du tout anglais, moi, avant de rentrer à McGill. Puis en déposant mes admissions à l'université, je m'étais dit, je veux peut-être faire... J'aimais les sciences aussi. J'avais fait un double deck au cégep. OK, tu as fait un double deck. Oui, c'est ça. Puis je m'étais dit, peut-être que j'aimerais ça, faire médecine. Puis en remplissant mes demandes d'admission, j'ai eu un moment, après un show, justement, de trad, que je me suis dit, je pourrais pas vivre sans musique. Je pourrais faire d'autres métiers, mais je pourrais pas vivre sans ça. Puis j'ai besoin de centrer ma vie autour de la musique. Et donc, j'ai fait une seule demande à l'université, à McGill. Puis j'ai dit à mon père, je vais... C'est tout? Ah ouais? Ouais, une demande. Puis je me suis dit, tu sais, je veux vraiment avoir une formation la plus large possible, apprendre l'anglais, m'ouvrir le plus de portes possible, me donner le plus de chances possible. Puis j'ai été acceptée à McGill, donc j'étais bien fière. Wow! Et t'as même pas fait des backups dans l'UDM ou bien conservatoire, ou toi, c'était là que tu t'en allais? C'est là que je voulais aller, ouais. Wow! OK, mais c'est très louable. Et en plus, on sait que c'est pas super facile d'entrer à McGill, c'est assez compétitif. C'est au Canada, quand même, en interprétation, ça se bat dur pour avoir une place parce que c'est à l'international, puis il y a beaucoup de gens qui viennent des États-Unis, puis tout ça. Donc, tu fais ces 4 années-là. Tu te mets à parler anglais, tu apprends le violon, tu fais les matières. Et parallèlement, comme je te disais, on se voyait, on se croisait. Toi, tu faisais des petits bands en dehors de l'école, c'est ça? Oui, c'est ça. Toujours trad? Non, j'avais mon band de trad là, avec lequel on faisait des spectacles de cabane à sucre, un petit peu de compo. Mais j'ai commencé à jouer à cette époque-là avec un pianiste que tu connais peut-être, qui s'appelle Richard Abel. Oui. Qui est un pianiste qui fait... J'ai déjà fait du Richard Abel. C'est vrai? Ah ben ouais, on s'est pas croisés. On s'est pas croisés, non. Mais je pense qu'il y a bien des musiciens qui ont passé sur des gigs de Richard. Des cordistes, là, je pense que oui, absolument. C'était vraiment dans des belles années des spectacles de Richard. Il avait fait une tournée, je me rappelle bien, il avait fait la première partie du Glenn Miller Orchestra, partout au Canada. Fait qu'on était partis pendant tout un été. À cette époque-là, le percussionniste était mon chum en plus. Fait que c'était une belle... Mais quand même, ça mérite d'être mentionné un peu qui est Richard Abel, parce que certains, je pense que les jeunes générations ne savent pas c'est quoi ce nom, qu'est-ce que ça résonne, mais pour nous, c'était... Peut-être tu peux me corriger si je me trompe. Richard est pianiste. Un jour, il a gagné le million... Quand même, un ou deux, je me souviens pas, un peut-être. Puis à cette époque-là, il avait décidé de prendre cet argent-là puis de l'investir sur lui-même, en faisant des productions, des grosses prods avec son piano, un piano qui traînait partout, piano blanc, je me rappelle encore. Puis avec des shows, c'était costumé. C'était un peu, il y a quelque chose qui faisait quand même un parallèle un peu avec, comment il s'appelle le violoniste? André Rieu. André Rieu, un peu. Où c'était très populaire, puis les gens, ils orchestraient des chansons, souvent en instrumental. C'était toujours instrumental, du moins dans mon temps. Et les gens aimaient ça. C'était quand même un public un peu plus âgé, mais il était vraiment doué pour donner un show dans lequel tu sentais que tout le monde était heureux. Vraiment, à chaque fois. Puis super conditions. Moi, je me souviens encore des soupers avant les shows. C'était tout le temps. Tout le monde, lui, c'était super important de connaître tous les musiciens, poser des questions. Il était extrêmement chaleureux. Personnalité assez unique. Je sais pas s'il continue à faire ça encore aujourd'hui. Je sais pas. J'ai pas de nouvelles. Ben moins, puis différemment. Mais moi, les années où j'ai joué avec Richard Abel, ce qui m'a vraiment marqué, c'est à quel point il rendait les gens heureux. Ah, c'est fou. À la fin de ses spectacles, j'en ai fait là, des années... On faisait des spectacles presque à toutes les fins de semaine, des fois 2 par fin de semaine, puis il visait un public, il faisait sortir les personnes âgées de chez eux en leur faisant des chansons qu'ils aimaient ou qu'ils connaissaient. Parfois, c'était des extraits aussi, juste assez... des medleys, là, genre. Des medleys, c'est ça, mais avec le thème connu il faisait, je me rappelle, un extrait du concerto de piano de Tchaïkovski, par exemple. Donc, il faisait ça. Puis, évidemment, c'était pas nécessairement le public qui serait allé voir le concerto en entier, mais Richard allait chercher, faisait un mélange de thèmes, contait des blagues à travers tout ça, puis à la fin de chacun de ses spectacles, puis j'en ai fait honnêtement des centaines, il y avait une ovation debout à chaque fois. Les gens venaient nous voir à chaque... Et à chaque show, il était
en arrière, en train de serrer la main à tout le monde. Tout le monde. Tous les autographes. Je me souviens qu'il amenait son Félix, c'est Félix. Puis il mettait, puis il dit « Prenez-le dans votre main parce qu'il vous appartient, parce que le public, c'est vous à cause de vous. » Il rendait l'expérience là, de rockstar un peu, mais accessible à tout le monde. C'était vraiment impressionnant. Ben, c'est un gars hyper talentueux, Richard, hyper accessible aussi. Puis, tu sais, j'étais très jeune quand j'ai commencé à jouer avec lui. J'avais 15 ans. En fait, il avait demandé, je jouais dans l'Orchestre symphonique des jeunes de Laurentides à cette époque-là. Puis j'étais première chaise. Puis on avait fait un concert avec lui. Puis j'avais fait... il m'avait demandé de monter le duo Les Amours lointaines. Je sais pas si tu as joué ça aussi. Oui. Bon. Fait que je l'avais monté. J'étais mini. Puis il avait aimé comment ça se passait sur scène. Puis quelques semaines plus tard, il m'avait invité pour aller faire... je sais pas si je devrais dire ça, là, mais aller faire des gigs de casino. Puis, mais j'étais pas supposée rentrer. En tout cas, dans ce temps-là, c'était plus lousse. Ben, c'est ça, c'était il y a très longtemps. Mais puis ça a été mes premières vraies expériences professionnelles là, de gig. Puis quand je suis partie avec Richard en tournée partout au Canada, ça a été les premières fois où vraiment j'ai été mise dans une position où il fallait que j'interagisse avec les gens d'une nouvelle manière. Tu sais, le rapport entre des musiciens et musiciennes classiques puis le public est vraiment différent que quand on fait du pop. Puis Richard, dans son spectacle, il y a beaucoup d'éléments où il veut impressionner, où il veut mettre en valeur. Donc, on faisait Tchardage, par exemple, je me rappelle. C'était une super pièce. L'idée, c'était à la fois de bien la jouer, mais aussi de faire rire les gens, de leur faire vivre des émotions. Puis c'est vraiment avec lui, là, on avait fait un spectacle, j'avais juste 17 ans au Centre Bell. Il y avait 19 000 personnes, je pense. Donc, ça a été vraiment formateur pour moi. Puis je lui serai toujours reconnaissante de m'avoir donné cette chance-là, alors que je n'étais pas prête, mais je l'ai fait. Puis c'est grâce à ça que peut-être, justement, la fille timide, un peu discrète que tu as connue, a eu la piqûre, en fait, de la scène. Puis cette piqûre-là de jouer avec un public, de raconter, de performer. Je la mets en scène aussi dans ma job de professeur. Donc, à la fois comme violoniste, mais comme prof, faut avoir une énergie, justement, qui interpelle les gens, qui leur... Une manière de transmettre, en fait, sa passion de la musique qui est lisible pour les gens. Puis c'est drôle parce que c'était du pop, mais c'est du pop classique. Bon, il y a quelque chose qui est drôle quand t'es musicien classique, t'embarques dans une gig comme ça, c'est de penser que c'est justement un bout du concerto de Tchaïkovski, les gens peuvent taper dans les mains. Puis là, c'est comme tous les codes, ils brisaient un peu ces codes-là, là, si on peut dire, les codes qu'on est habitués. Puis c'était amusant. En tout cas, moi, on a déjà eu bien du plaisir. Donc, tu as fait ça, qui était une belle gig de jeunesse, en fait, ça pour payer ses études, faire ses trucs parallèlement. Puis tu restes en forme sur l'instrument, évidemment. Ouais. Quand tu étais à l'université, tu termines ton bac. Et là, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Là, tu as décidé de continuer en performance ou quelle a été la suite des choses? Bien, c'était une époque où je me posais des grosses questions, justement, sur mon amour de juste jouer du violon puis de faire des spectacles. Puis j'aimais pratiquer. C'est une époque où je pratiquais beaucoup puis j'aimais ça. J'étais bien dans cette bulle-là de pratique régulière. Mais j'avais rencontré 2 profs à McGill, Lisa Berg puis David Brackett, dont les cours en histoire de la musique ont complètement changé ma manière de comprendre comment et pourquoi on valorise ce qu'on valorise dans la société dans laquelle on vit, puis qui m'ont aidé à comprendre pourquoi les livres d'histoire ressemblent à ce à quoi ils ressemblent. Qu'est-ce que ça a pris pour que ça nous soit accessible aujourd'hui? Ça a pris qu'il y ait des archives qui circulent à travers le temps. Ça a pris qu'il y ait des historiens et historiennes qui s'y intéressent, qu'il y ait des boîtes, des maisons d'édition, justement, qui choisissent de financer. Donc, de comprendre tous les rouages qui sont essentiels à mettre en place pour que les savoirs puissent être accessibles, ça m'a vraiment chamboulée à plein de niveaux. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis intéressée beaucoup plus à l'histoire de la musique, puis plus globalement à l'importance de la musique dans la vie des humains. Pas juste moi, dans mon rapport avec mon instrument puis la musique que je faisais, mais pourquoi c'est si important? Pourquoi est-ce qu'à travers... On recule, là, il y a 45 000 ans, là, parmi les premières
traces, les premières archives qu'on a de la musique, ben il y a des dessins sur des grottes, justement, de musiciens qui jouent lorsqu'on enterre un autre humain. C'est au cœur de ce que c'est d'être humain que de faire de la musique, que d'écouter de la musique, que ça fasse partie de nos vies. Donc, je me suis mis à me poser beaucoup de questions là-dessus. Il y a un aspect historique et sociologique aussi en même temps. Les deux, ouais. C'est ça. Absolument. Puis, et donc, j'ai commencé ma maîtrise en histoire de la musique à McGill, mais j'ai essayé de continuer ma carrière en interprétation en même temps. Puis, les deux en même temps, je trouvais ça très demandant. Et donc, j'ai déposé une demande pour passer de la maîtrise au doc après 1 an, ce qui est quelque chose qui... Je ne sais pas si ça se fait dans les milieux francophones, mais à McGill, c'est quelque chose qu'on fait des fois. Là, ils appellent ça le fast track to the PhD. Ça se fait ici à l'UQAM. OK, bon. Ça se fait, mais je ne sais pas, en musique, on a un diplôme seulement, je pense, au baccalauréat, mais je sais que j'ai des amis en psychologie qui font l'espèce de maîtrise, de bac, ou sautent le bac pour la maîtrise. Tu sais, il y a comme des façons d'avoir des acquis reconnus, ou je sais pas trop, là, mais OK, toi, tu as fait une seule année. J'ai fait juste une année de maîtrise, puis après ça, j'ai pris une année off parce que j'ai obtenu un contrat avec l'Orchestre symphonique de l'île de Vancouver. J'étais chef de section des seconds violons. OK. Puis à partir de ça... C'est quoi cette orchestre? Attends, l'île de Vancouver, mais l'Orchestre de Vancouver? L'Orchestre de l'île de Vancouver. OK, c'est différent, ouais, ça? Absolument. Okay. C'est, donc, Vancouver, c'est sur le mainland, là, excuse l'anglicisme, mais l'île de Vancouver, l'orchestre est basé à Nanaimo. OK. Oui, okay. C'est un petit orchestre avec beaucoup de gens qui viennent de Victoria, de Vancouver, justement, mais il y avait besoin de gens comme pour assurer les premières chaises. Puis tu avais auditionné pour ça? Puis... non, c'est un concours de circonstances. Je suis allée là-bas parce que j'ai suivi mon chum, en fait, pendant un été qui faisait son programme d'études là-bas. Puis, en rencontrant la personne qui était la coordonnatrice de l'orchestre, je lui ai parlé de mon parcours un petit peu, puis elle m'a dit « Hey, on est justement à la recherche... d'une chef de section des deuxièmes violons. Oh, wow. Et puis, voilà, en jouant pour elle, puis en discutant avec elle, elle a dit « Ah ben ça va faire du bien amener un sang nouveau dans l'orchestre. » Donc, j'ai eu une petite passe droite quand même sur ce plan-là. Fait que je suis restée là-bas pendant 1 an. Puis cet orchestre-là, donc les premières chaises, il y avait le chef de l'orchestre, Calvin Dick, qui s'appelait, pas le chef de l'orchestre, pardon, le chef de section des premiers violons, qui était... chef d'un autre orchestre à l'île de Vancouver. Okay. Donc, j'avais fait partie, dans le fond, de 3 orchestres cette année-là. J'ai adoré mon année. C'était vraiment... Donc, tu jouais, tu vivais de jouer. Là. Tout le temps, oui, wow. c'est ça. Puis en plus, j'habitais... C'est magnifique. Je sais pas si t'es déjà allé à Nanaimo. J'habitais dans un petit appart juste comme en haut de... Dans le fond, j'avais juste à descendre la côte pour arriver à la salle de spectacle. Tu sais, j'avais à marcher 15 minutes avec mon violon sur le dos pour aller au répète. Ça a été une année exceptionnelle de jeu. Donc, je m'y suis donnée à fond. On avait fondé un quatuor à cordes pendant le temps que j'étais là-bas. Donc, je reste encore aujourd'hui jalouse de ta carrière de quatuor à cordes parce que c'est la formation, je pense, que je trouve la plus exceptionnelle sur le plan sonore. Ah, c'est le fun. C'est vraiment particulier. En tout cas, donc, j'avais fait tout ça. Puis, au bout d'une année à jouer, puis à jouer, puis à jouer, puis à jouer... encore une fois, je réalisais que cette curiosité-là pour l'histoire de la musique, pour la socio, pour ces questions-là à la base de pourquoi la musique, c'est si important pour les humains, ça me restait accroché. Donc, j'ai senti que pour moi, dans mon parcours à moi, de continuer... Tu sais, je sentais qu'il fallait vraiment que je prenne une décision. Si je voulais me lancer vraiment dans une carrière en interprétation, il faudrait que je donne mon 100% dans ça. Puis si je voulais vraiment faire mon PhD, il faudrait que j'y donne aussi mon 100%. Puis c'est le chemin que j'ai choisi, avec la grande peur de plus jamais ressortir mon violon. Mais ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, je le fais différemment. Je suis vraiment plus en shape pour faire du classique, mais je continue à faire du pop puis de la musique trad, certainement. Mais au moins d'avoir du plaisir à jouer, parce que si on est honnête, on a plein d'amis, de collègues qui sont justement en théorie de la musique ou bien musicologues, tout ça, et la plupart n'ont plus le temps de vraiment de pratiquer l'instrument qu'ils ont aimé pendant tant d'années. Donc c'est cool que tu puisses réussir à travers tout ça avec les 3 enfants et toute la famille et tout le reste. C'est pas évident de trouver des hobbies ici et là, mais c'est quand même cool que tu gardes les pattes là-dedans. Mais là, revenons au PhD. Donc, t'arrives, tu finis ton truc à Vancouver, tu reviens ici et tu décides de te lancer justement dans ces grosses études-là qui
qui sont difficiles, on va le dire, quand c'est quand même une épreuve. Ça a-tu été une épreuve pour toi ou pas tant? Oui, je pense que c'est obligé d'être une épreuve. c'est pas... Un passage obligatoire. Faut que ça soit tough. assez marquant. Non, mais il y a quand même des fois, j'en rencontre des gens qui me disent « Ah non, c'était super, des belles années, j'ai eu du plaisir. » J'étais « Ah ouais, moi, j'en ai sué un coup. » Mais, puis c'est fini, puis tant mieux, puis on passe à autre chose. Mais quand tu as été là-bas, qu'on fait un doctorat, on doit évidemment avoir certains sujets d'études, de recherche. Toi, tu t'es lancé dans quoi? Oui. Avant de répondre à cette question-là, je veux juste te dire que c'est les deux. C'était vraiment agréable, mais aussi vraiment difficile. T'sais, l'un n'est pas... donc, je veux être bien claire là-dessus. J'en ai sué, mais j'ai persévéré, puis j'ai été heureuse de le faire jusqu'au bout, notamment à cause du sujet que j'ai choisi pour faire ma thèse. Voilà. Puis c'était une drôle de circonstance. Je suivais un cours d'histoire du jazz avec Lisa Berg. Puis, comment elle fonctionne à McGill, c'est qu'elle nous demande de soumettre une proposition de travail de fin de session là, pour chacun de ses cours. Et puis, je lui en avais soumis 2. Un que je savais exactement comment j'allais faire. J'allais analyser un truc avec un vidéo YouTube. Je savais exactement quelle bibliographie là, j'allais mobiliser pour répondre à mes questions. C'était clair. Je savais. J'avais déjà mon plan d'écriture dans ma tête. Puis, j'avais aussi une autre proposition qui était beaucoup moins claire, où est-ce que j'ai posé, en gros, la question en 5 ou 6 versions différentes. Okay. Où sont les femmes en histoire du jazz au Québec? Parce que je m'étais intéressée à ça, pas en tant qu'interprète. Spécifiquement au Québec. Oui, au Québec, c'est ça. C'est quelque chose que je voulais explorer parce que je me suis dit, si je veux faire une thèse, c'est plusieurs années, puis j'ai envie d'écrire quelque chose qui va être pertinent, qui reste pertinent pour les gens qui me sont chers, genre ma grand-mère, par exemple, qui est décédée malheureusement l'été dernier. Mais c'est une femme avec qui j'ai eu... c'est une femme hyper importante dans ma vie, avec qui j'ai toujours aimé avoir des conversations sur tout et rien. Puis je me disais, si je m'embarque dans un projet d'aussi grande envergure, j'aimerais ça, être capable d'écrire sur quelque chose qui va être pertinent pour elle. Puis ma grand-mère, elle m'avait dit une fois... tu sais, quand je grandissais, là, c'était pas juste la musique traditionnelle, les rigodons et tout. Là. Ça, là, c'était le samedi soir. Mais le vendredi soir, on allait dans un club de jazz. Les clubs, oui. Ouais. Et puis moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est 2 histoires qu'on n'a pas tendance à voir ensemble. On a tendance à parler de musique trad, à faire le lien avec l'identité québécoise, le passé culturel québécois, etc. Puis le jazz, c'est comme un autre bébite, comme si ça fallait raconter ces histoires-là dans 2 livres différents. Parce que le jazz a changé, parce qu'il y a eu cette époque-là, justement, j'en parlais avec qui j'en parlais? Des gens avec qui est saxophoniste il n'y a pas longtemps, qui est plus dans la soixantaine avancée, qui me racontait que il travaillait à temps plein à Montréal, à tous les soirs. À tous les soirs, il y avait des clubs, et c'était comme pas une tonne payée, mais c'était correct, c'était quand même décent dans une époque. Là. Aujourd'hui... jouer tous les soirs du jazz à Montréal, ça se peut pas vraiment. Non, ben c'est un contexte hyper différent. Absolument. Mais oui, jusqu'à la fin des années 60, là, tu pouvais faire des gigs de jazz à tous les soirs à Montréal, gagner ta vie en faisant que ça. Et donc, j'avais lu un peu sur l'histoire du jazz, qui est un des seuls genres musicaux que j'ai jamais joué au violon, en fait. J'ai exploré vraiment presque tout, mais j'ai jamais joué du jazz. OK. Donc, je m'intéressais à ça. Je peux te demander pourquoi? Ben, je pense que j'étais intimidée, très honnêtement. C'est intimidant. C'est intimidant. Puis pour commencer à jouer du jazz, j'avais l'impression qu'il fallait commencer tout de suite dans les jam sessions. Puis on revient à la fille timide dont tu m'as parlé il y a 5 minutes. Quand j'avais répété ma pièce, puis là, j'étais capable de mobiliser la confiance en moi pour être sur le stage puis assumer le moment. Mais sans préparation, moi, les jam sessions, j'ai toujours trouvé ça super intimidant. Et donc, j'ai jamais osé aller là, en fait. Pour être franc, moi aussi. moi, j'en ai fait un peu des affaires jazz, mais c'était toujours avec les mêmes amis. Puis un petit band, puis tout ça. Mais se lancer, là, aller sur la scène, puis là, il y a des bons joueurs, puis le monde sait exactement qu'est-ce qu'ils font avec des standards qui revirent upside down. Ils font ce qu'ils veulent avec ça, puis toi, tu sais pas trop. Puis l'improvisation, c'est difficile, ça prend du temps, puis on en a tous déjà vu, toi et moi, des gens qui vont improviser puis qui se pètent la gueule aussi, là, puis que c'est pas super. Puis là, tu te dis, je veux pas être cette personne-là, ça n'a pas de bon sens. C'est étourdissant, là, quand même, aller jammer du jazz avec des gens que tu connais pas, là. C'est un peu... il y a beaucoup de... Je sais pas. Ça doit prendre un espèce de noyau de confiance en soi qu'il faut avoir, je pense, tôt dans son parcours pour se lancer, ou en tout cas, que moi, j'avais pas à cette époque-là. Ouais, certainement pas. Ça paraît pas soudainement, là. Faut, comme tu dis,
il faut qu'il y ait au moins une base qui soit là, puis que tu nourrisses ça, puis que tu ailles, puis en tout cas. Ouais, mais vas-y. Mais le jazz, c'est ça, parce que j'improvise en pop. En trad, on improvise tout le temps. Des fois, on va faire un reel qui est dans une autre tonalité, on va le ramener dans telle tonalité. Les finales de reel, c'est toujours... Il n'y a jamais personne qui fait la 4e mesure de la même façon, manière. Puis donc, puis les shows que je fais aujourd'hui, il y a beaucoup d'impro, mais en pop, ça m'apparaît un langage... en tout cas pour moi, qui était plus accessible avec ma formation en violon classique, je te dirais. Ouais. Fait que tout ça pour dire, je m'étais intéressée à l'histoire du jazz sur le plan historique. J'avais lu là, plusieurs ouvrages de grande qualité, d'ailleurs, là, qui ont été écrits sur Oliver Jones, Oscar Peterson, un livre de John Gilmore qui s'appelle « The Story of Jazz in Montreal ». Puis il n'y avait pas de femmes, pas de femmes sur plusieurs décennies. Pas de femmes sur des créatrices. Je veux dire, comme là, tu sais, on parle de ces Oscar Peterson, qui sont des espèces de légendes qui ont enregistré tout ça. Est-ce que tu dis qu'il n'y avait aucune littérature vraiment adressée à ça? Dans les livres. Il n'y avait pas de femmes dans les livres. Okay. On pouvait ouvrir un livre d'histoire du jazz, l'histoire du jazz à Montréal, et jusqu'au milieu des années 60, trouver 0 Parce femme. Que parallèlement, si on va dans l'histoire du jazz en général, qui est souvent reliée avec les États-Unis, il y a quand même des femmes. Absolument. Mais là est exactement la bonne question. Puis moi, je suis partie avec ce projet-là. Je reviens à ma proposition là, de projet de fin de session. Je me suis dit, je connais plein de femmes en histoire du jazz aux États-Unis. Lil Hardin Armstrong, Melly Williams, les chanteuses blues. Des femmes, il y en a en histoire du jazz aux États-Unis. Il y en a plein. Puis pourquoi donc je les retrouve pas dans les livres d'histoire du jazz au Québec, puis plus spécifiquement à Montréal? C'est la question, en fait, que j'ai posée à ma prof. Puis elle a corrigé les deux. Elle m'a dit, évidemment, ma première proposition de recherche, c'est très bien, bonne chance. Puis elle a lu la deuxième, puis elle a écrit quelque chose qui, encore aujourd'hui, guide plusieurs de mes décisions. Elle a écrit « High risk, high reward ». Donc, plus le risque est haut, plus, dans le fond, la récompense pourrait être élevée. Ouais. Tu peux te planter. Ben, c'est comme investir à la bourse, là. Les gros risques. Tu peux te planter ou tu vas peut-être avoir full d'argent ou je sais pas. Là. Mais c'est la même chose pour les connaissances, en fait. Ben oui, c'est ça. Exactement. Moi, je trouve l'exemple sur les connaissances vraiment parlant parce que le risque était immense que, je veux dire, en plus, là, faire des recherches sur l'histoire de la musique au Québec, là, c'est pas facile parce que les archives, elles sont pas compilées encore. Elles ont pas été cataloguées très clairement dans la majorité des cas. Donc, on peut trouver des articles de journaux là, sur le site de la BANQ, par exemple. Mais si je me dis, je veux faire des recherches sur la pianiste Eileen Bourne maintenant, qui, justement, grâce à ma thèse, je sais que c'était une pianiste qui était, d'ailleurs, dont Oliver Jones parle avec... énormément d'admiration là, dans plusieurs de ses entrevues. Je voudrais faire un livre sur elle. C'est impossible parce qu'il n'y a aucune boîte poussiéreuse dans une archive institutionnelle où ces enregistrements seraient localisés, où est-ce qu'on aurait des photos d'elle, où est-ce qu'on aurait des choses, des objets, des morceaux, des indices pour nous aider à comprendre sa carrière. Mais ça doit exister quelque part, c'est juste qu'on ne sait pas où. Bien, ça existe dans sa famille. Sa famille a ses archives à elle. Et donc, tout ce travail-là pour lequel on n'est pas formé comme musicologue, qui est de justement aller vers les familles puis poser des questions. « Hey, seriez-vous intéressé à partager les archives de cette femme-là? Son parcours, sa carrière m'intéresse. » On est habitué de travailler avec des archives qui sont institutionnalisées, pas des archives... déjà classées, exactement. Organisées. Ouais. Puis quand on s'intéresse à l'histoire de la musique au Québec, pour beaucoup de genres musicaux, pour beaucoup de périodes, il faut faire ce travail-là de démarchage, de aller voir les familles puis dire « Ah non, c'est... » De détective. Oui, c'est ça. Vraiment. Et donc, il y avait un risque élevé que je me retrouve devant... puis c'est un travail de fin de session. Là, j'avais quand même 1 mois et demi pour partir de 0 à 100, mettons. Et puis, je suis allée aux archives de l'Université Concordia qui ont un fonds spécial sur l'histoire du jazz à Montréal en me disant, je sais pas ce que je vais y trouver. 13e étage de l'Université Concordia, si je me rappelle bien. Donc, en haut, poussiéreux et tout. Puis, je suis allée voir l'archiviste, puis je lui ai dit, je m'intéresse à l'histoire des femmes dans le jazz à Montréal. Avez-vous des choses? Elle me dit non. OK. Donc là, je me dis, OK, pouvez-vous me sortir des boîtes, des trucs? Tu sais, je vais commencer à regarder qu'est-ce qu'il y a là, puis peut-être que je trouverai quelque chose. Puis j'ouvre les boîtes, et puis, à ma grande surprise, je passe à travers des piles et des piles de photos de femmes. Okay. Puis pas identifiées, avec pas de nom dessus. Mais des femmes, il y en a
partout. Mais c'était pas des interprètes, par exemple, à la trompette. C'était des danseuses, des chanteuses, des femmes qui faisaient pas nécessairement partie... Piano aussi. Il y avait des pianistes aussi, ça, je les ai découverts plus tard. Okay. Mais je te parle de ma première surprise. Là, je me disais, je vais ouvrir ces boîtes-là, je trouverai rien. Puis je passe à travers des piles et des piles de photos de femmes en costume, avec des micros. Puis je me dis, mais... que peut-on faire avec ça? Il faut faire quelque chose. Et donc, j'ai continué ma recherche dans ces boîtes d'archives-là, puis je suis tombée, puis ça, c'est vraiment un coup de chance, sur une série d'entrevues qui avait été réalisée dans les années 90 par une productrice de l'Office national du film du Canada. Elle voulait faire un film sur l'âge d'or du jazz, dans le fond, au Québec. Puis, donc, les années 20, les années 30, les années 40. Puis, en creusant, dans le fond, le sujet, elle avait réalisé qu'il y avait peu de personnes qui avaient travaillé dans ces années-là, qui étaient encore aptes ou disponibles ou qui avaient envie d'en parler. Puis, les gens qu'elle a trouvés, c'était les femmes qui dansaient, dans le fond, sur la scène de variété avec les musiciens de jazz. Wow. Et puis, donc, ce documentaire-là qui s'appelle Showgirls par Maylin Lamb, qui dure, si je me rappelle bien, une 50aine de minutes, inclut certains des extraits, justement, de ces femmes-là. Mais les entrevues originaux qui n'ont pas été, justement, éditées, existent aux archives de l'Université Concordia. Et puis, je suis entrée dans cet univers-là. J'étais fascinée du début à la fin. C'est plusieurs femmes qui parlent, qui sont rendues là à 80 ans pour certaines. Tu sais, c'est des femmes d'un certain âge qui se mettent à démontrer certaines des danses exotiques qu'elles faisaient, qui parlent justement de leur carrière. Puis la question que je me posais tout le long, mais c'est, est-ce que c'est du jazz? Parce que j'ai jamais connu cette histoire-là. Pour moi, alors, à cette époque-là, le jazz, c'était une musique qu'on faisait en petit ensemble, qu'on faisait pour faire danser les gens, mais j'avais jamais vraiment conceptualisé le fait que à cette époque-là, puis c'était le cas à Montréal, dans les années 20, 30 et 40, pour gagner sa vie comme musicienne jazz, on jouait avec des artistes de variété. On jouait sur la scène de variété. Et il y a énormément de danseuses qui venaient des États-Unis pour venir danser là, sur les scènes du Québec. Il y avait des femmes aussi de Montréal qui entraient dans la ligne de filles. Et donc, je me demandais, est-ce que c'est vraiment du jazz, tout ça? Puis tous les musiciens qu'elle nommait, ben pas à moi, mais qu'elle nommait dans leurs entrevues, Myron Sutton, c'est des gens qui, n'importe quelle histoire du jazz qu'on pourrait ouvrir, on parle toujours de Myron Sutton, qui était le band leader là, de ce qu'on comprend être le premier groupe de jazz entièrement noir au Canada. Et donc, elle jouait avec lui. Fait que je me disais, ça doit être du jazz. Puis, à force d'écouter ces entrevues-là, j'ai eu envie de raconter leur histoire, en fait, à ces femmes-là, puis de parler aussi de cet aspect-là du jazz qui est trop peu, je pense, documenté, qui est l'importance du lien entre la danse et la musique dans tout le jazz la première moitié du 20e siècle. Et donc, c'est là-dessus que je me suis mis à écrire. Wow! Et là, ça devenait... Ça, c'était le jackpot un peu. Ben oui, high risk, high reward. Et c'était la première fois que tu... Je dis explorer, mais que tu touchais justement... Ben, il y a un côté féministe dans tout ça. C'était-tu la première fois que tu faisais un travail avec cet angle-là? Non, j'ai fait la majorité de mes travaux de bac puis de la maîtrise sur la place des femmes dans l'histoire de la musique en général. C'est vraiment ça qui m'intéressait, donc je pouvais le faire en pop, en rock. Oui, absolument. Mais donc oui, je voulais parler du Québec puis je voulais parler des femmes. Et donc j'ai écrit beaucoup sur les danseuses, mais j'ai découvert dans mes recherches la pianiste Vera Gilaroff, qui était une pianiste qui faisait du ragtime, mais qui faisait du pop, du stride, qui était le jazz à cette époque-là. Je veux dire, dans les années 20, ça s'appelait peut-être pas jazz ou ça s'appelait jazz, mais c'était conçu comme faisant partie de cette grosse étiquette-là. Moi, j'aimerais quand même que... ben là, tu complètes ton doctorat avec ça, avec tes sujets. Qu'est-ce qui se passe une fois le doctorat terminé? Parce que ça, c'est quand même une drôle de période pour n'importe qui. T'es épuisé, t'es à bout d'étudier. Est-ce que tu as eu une période d'adaptation? Qu'est-ce que tu as fait exactement? Oui, c'est une période qui est particulière parce que c'est un long marathon, faire son doctorat. C'est 280 pages de thèse que j'ai écrit, puis que 3 personnes ont lu, puis pour me donner... Qui est disponible. Moi, en tout cas, la mienne est encore à l'Université McGill, là, dans leur bibliothèque de thèse, là, que tu peux aller consulter, qui, en fait...
un endroit assez agréable parce que tu vas là, puis toutes les têtes sont tous alignées, puis là, tu commences à piger ici et là, puis il y a des super bons sujets qui sont là, mais ouais, comme tu dis, 3 personnes ont lu ça, puis là, c'est... Ben, en tout cas, à cette époque-là, j'avais donné des conférences et tout, mais il y avait... Et donc, je me disais, ben, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis, évidemment, j'aimais la recherche, j'aimais jouer du violon, mais j'adore l'enseignement depuis toujours. Donc, en filigrane de toutes les années là, dont je viens de te parler, j'ai toujours enseigné le violon aussi, en privé, par exemple, à des étudiantes qui venaient chez moi, ou en studio, dans le fond, dans les écoles de musique dans lesquelles je travaillais. Puis... et donc, je me suis dit, ben, peut-être, parce que cette époque-là, il faut le dire, justement, cette phase-là de la vie où on vient de déposer sa thèse de doctorat et puis on se dit, ben, j'aimerais vraiment ça être prof d'université, mais le chemin entre le doctorat et le métier de professeur est différent pour chacune d'entre nous. Donc, j'avais des charges de cours dans 2 endroits. J'enseignais au département de musique, à la faculté de musique de McGill. J'enseignais aussi à l'Institut genre sexualité féminisme de McGill, donc les cours en études féministes. Okay. Puis j'enseignais là. Puis je me suis dit à un moment donné, ben peut-être que dans le fond, c'est pas l'enseignement universitaire qui est la clé pour moi. Peut-être que c'est l'enseignement en général. Et donc, après 4 ans de charge de cours, à essayer justement là, de faire ma place dans ce milieu-là, je suis retournée enseigner au primaire. Okay. Ouais, j'ai enseigné l'anglais pendant 2 mois dans une école de la région où j'habitais, puis j'ai vraiment adoré ça. Puis j'étais même sur le point de commencer ma maîtrise qualifiante en enseignement. Oui. Au moment où Isabelle Héroux, du département de musique de l'UQAM, m'a appelé pour me dire « Ah, on chercherait quelqu'un pour donner la charge de cours en histoire du jazz. Ça t'intéresse-tu? » Puis je venais d'écrire. Il n'y avait pas si longtemps. J'avais écrit ma thèse justement là-dessus. Et donc, j'ai accepté la charge de cours. Et puis, en entrant à l'UQAM, j'ai tellement aimé l'environnement de travail que ça a été comme un peu... pas un signe, mais un nouvel objectif, en fait. Un nouvel objectif que je m'étais mis de dire, j'aimerais ça être ici, mais j'aimerais ça rester aussi ici. Ben oui, non. Puis c'est drôle que tu as fait l'enseignement au primaire. Je connais plein de gens qui ont fait des doctorats et qui sont allés enseigner au primaire, au secondaire après. Parce que c'est pas évident. Il y a beaucoup de gens. Il n'y a pas toujours autant de postes qu'on peut imaginer. Ben, c'est quand même cool que l'enseignement est resté à la base, je veux dire, de ta pratique, que ce soit avec des enfants ou encore des adultes, de jeunes adultes. C'est présent. Moi, j'aimerais ça quand même qu'on parle un peu de DIG, les différences et inégalités de genre dans la musique au Québec, dont tu es encore la directrice scientifique. Peux-tu m'expliquer un peu ce réseau? Parce que juste un peu comment ça s'est fondé, comment ça fonctionne, qui peut participer à ça? J'aimerais ça que tu me vulgarises. Pas vulgarises, mais que tu m'expliques bien qu'est-ce que c'est. Bien, en fait, c'est un réseau, je te dirais, qui cherche à lier le milieu universitaire puis l'industrie de la musique au Québec pour essayer de répondre à des questions que tout le monde se pose, ou en tout cas que beaucoup de gens se posent en ce qui a trait aux inégalités de genre dans l'industrie de la musique au Québec, que ce soit des petits actes de sexisme involontaire ou en tout cas volontaire, à justement aux violences à caractère sexuel qui malheureusement ont fait la une de beaucoup de journaux depuis 5 ans, depuis le début du mouvement MeToo. Malheureusement, mais heureusement aussi en même temps qu'on est au courant de tous ces gestes-là, je veux dire que c'était déclaré puis que médiatiquement on est plus alerte. Absolument. Absolument, c'est important. C'est important ça a été un changement important parce que je pense qu'avec MeToo, on a compris que c'était pas des situations isolées de femmes parce qu'elles sont majoritaires, malheureusement, comme victimes. Il y a des hommes aussi, des personnes non-binaires aussi, mais les femmes sont majoritairement victimes de violences à caractère sexuel dans l'industrie de la musique. Puis je pense que ça a été la première fois en 2017 où on a compris que c'était pas un enjeu individuel, que c'était vraiment un problème culturel, collectif qui est partagé. Puis ça a créé vraiment une nouvelle solidarité entre les victimes qui n'étaient pas là avant. Et donc, dans ce contexte-là, DIG. Excuse-moi. C'est bon. Dans ce contexte-là, j'ai voulu, pour fêter les 5 ans, fêter, c'est pas un bon mot, là, mais célébrer, non plus, c'est pas le bon mot, je te dirais... souligner. Marquer les 5 ans du mouvement MeToo en
réanimant la conversation autour de ça. Au Québec, c'est étrange parce que c'est quelques mois avant la fameuse publication sur Twitter MeToo qu'il y a vraiment eu un gros moment de mobilisation. Il y a eu une lettre qui a été signée par plus d'une centaine de professionnels de la musique qui demandaient en fait l'égalité dans l'industrie de la musique, ou en tout cas qui revendiquaient le fait que qui demandait que ce soit plus équitable, que ce soit un milieu de travail plus équitable. Donc, des artistes comme Marianne Moffat, par exemple, les Sœurs Boulay, qui se sont présentées comme étant les porte-étendards, on pourrait dire, de cette lettre-là. Mais plein d'artistes des Premières Nations, des artistes racisés aussi. Donc, le portrait qu'on en a vu dans les médias qui était beaucoup plus axé vers les chanteuses qui faisaient de la chanson francophone. Dans le fond, si on lit la liste des signataires, il y avait vraiment un profil très diversifié de signataires qui voulaient que ça change. Ça, c'était en 2017, en juin 2017. Puis pour les 5 ans, dans le fond, de cet événement-là qui est arrivé cet été, j'ai voulu réanimer la discussion parce que 2017 a réglé certaines choses, mais pas tout. Puis je voulais pas que ça soit une sorte de vague. De vague qui ensuite s'échoue sur la plage puis qu'il n'y ait plus rien qui change. Ouais. Et donc, j'ai lancé ce réseau-là dans le but de mettre en commun la recherche qui se fait en milieu universitaire, puis les savoirs qui sont développés dans l'industrie de la musique, puis les modalités d'action qui sont possibles aussi. On veut changer le monde, mais on peut pas tout changer le monde tout seul, tout d'un coup. Donc, dans ma vision, je voyais que c'était important de regrouper les différentes personnes qui ont à cœur un milieu plus équitable de travail et de voir qui peut faire quoi, qui est capable de changer quoi. Puis en changeant chacun certaines petites choses, je me disais qu'on en arriverait à en faire un milieu de travail plus sain pour mes étudiants, mes étudiantes ici, mais pour l'ensemble du milieu, pour les publics aussi, pour qu'ils aient le droit de voir d'autres manières d'être une femme sur scène que celles qui, je crois, sont majoritairement accessibles en ce moment au Québec. Puis ce réseau, on peut s'inscrire, on peut participer. Je pense qu'il y a des conférences des fois qui sont faites. Oui, il a été lancé avec une série de ce que j'appelais des rencontres-conférences. Là, c'était des demi-journées d'études en ligne en pleine pandémie. Ah oui. Donc, il y avait... Ça, je me rappelle. Oui, ça se faisait. Tu te rappelles de la pandémie, oui? Oui, mais je me rappelle aussi de ces événements-là que tu publicisais, justement, mais ça se faisait en ligne. Oui. Donc là, maintenant, on peut aller ailleurs avec ça. Oui, c'est ça. En fait, je te dirais très honnêtement qu'il y a eu beaucoup de conférences. C'était des demi-journées d'études. Et donc, il y avait chaque fois 3 conférenciers-conférencières. Ensuite, je réunissais des panels d'experts, expertes là, qui venaient compléter un petit peu la perspective des personnes conférencières. On a parlé de hip-hop, on a parlé de la radio, on a parlé de qu'est-ce que c'est jouer de la trompette dans un orchestre quand on est une femme. Donc, on a abordé plein de thématiques hyper intéressantes de manière très rapprochée à tous les vendredis pendant presque 2 mois et demi. On a couvert une grande diversité de genres, une grande diversité de profils, de professionnels de la musique aussi. Et donc, suite à ça, ce qui a été l'idée à la base de ça, c'était de mettre en contact les gens, de diffuser ces savoirs-là au-delà du milieu universitaire, mais de mettre les gens en contact. Puis comment je l'avais envisagé à la base, ce projet-là, j'imaginais que ce soit une série de conférences qui serait récurrente. Donc, à chaque année, on pourrait mettre en valeur les travaux là, de différentes personnes, que ce soit des chercheurs, chercheuses indépendantes ou des professionnels de l'industrie de la musique. Mais en mettant les gens en commun, ce qu'on a eu envie de faire, c'était beaucoup plus de développer des projets concrets pour changer l'industrie de la musique. Le premier projet sur lequel on a envie de se pencher, c'est ce qui s'appelle la cartographie inclusive des ressources en musique au Québec. Okay. Qui vient d'une discussion entre différentes organisations féministes, Femmes en musique, qui est un groupe Facebook, justement, qui réunit là, plusieurs femmes de l'industrie. Ça s'appelle Femmes en musique? Femmes en musique sur Facebook. Montreal Women in Music, qui est beaucoup plus dans le réseautage. Lotus Collective Montreal Co-op, qui est une coopérative qui offre souvent des premières opportunités là, de spectacle à beaucoup d'artistes racisés qui sont basés à Montréal, mais aussi un petit peu partout au Québec. OK. Donc, il y avait aussi le nouveau comité diversité, femmes, inclusion de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec qui faisait partie de ces premières conversations-là. Donc, en jasant, on s'est dit qu'est-ce qui serait le plus utile aux artistes marginalisés. Puis, on a réalisé que ce qui était le plus utile, ce serait de démocratiser ou en tout cas de rendre plus accessibles les ressources qui sont déjà disponibles aux artistes. Donc, quelqu'un qui veut faire financer son projet, si tu sais pas c'est quoi le Conseil des arts et des lettres du Québec,
ben ça va être difficile de faire financer un projet de création. Donc, très difficile. Si tu ne sais pas la différence entre des droits d'auteur, des droits voisins, comment savoir si tu as des redevances qui te sont dues suite à un enregistrement d'album? Donc, on a créé vraiment une cartographie au sein de laquelle il y a 6 différentes grandes bulles. Formation, financement, soutien et services, découvrabilité, organisation, regroupement. Dans le fond, les regroupements professionnels, là, savoir si je suis violoniste, est-ce que c'est la guilde ou c'est l'UDA, dans le fond, qui est mon syndicat. Donc, on part des connaissances quand même de base pour fonctionner dans ce milieu-là, jusqu'à des connaissances beaucoup plus ciblées. Par exemple, on a dans l'onglet financement, toutes les subventions qui ciblent en particulier des artistes immigrants, immigrantes. On a toutes les subventions qui ciblent en particulier les artistes des Premières Nations. Donc, au lieu que quelqu'un se perde dans les dédales labyrinthiques là, de chacun de ces sites-là, on peut suivre, dans le fond, en cliquant la cartographie puis se dire, qu'est-ce que je veux faire? Moi, je veux faire un album. Donc, en suivant les différents chemins, on peut se rendre à comment faire financer cet album-là selon qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est du pop? Est-ce que c'est franco? Est-ce que c'est anglo? Donc, c'est le premier projet sur lequel on s'est lancé. La première version de cette cartographie-là a été publiée en 2021. Puis, à chaque année, dans le fond, on la remet à jour en publicisant les nouvelles opportunités qui sont accessibles aux artistes. Donc, on est là. Ça a été le premier projet qu'on a lancé en collectif suite à cette série de conférences-là. Puis ça, c'est un autre projet en dehors de l'université, ça, que tu fais? Bien, c'est pas en dehors. Moi, je vois ça comme de la recherche-action. On pourrait l'appeler la recherche collaborative ou la recherche participative, mais pour moi, cette idée-là, c'est vraiment de mettre là, en valeur l'expertise qu'on a dans le milieu universitaire en recherche. C'est de la recherche qu'on doit faire pour trouver où sont les subventions, où sont... comprendre c'est quoi la différence entre des regroupements qui sont reconnus au sens de la loi pour te représenter en tant qu'artiste, puis les autres regroupements qui ont d'autres fonctions, qui sont importantes aussi, mais qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas exactement la même chose là, sur le plan de la représentation syndicale. Donc ça, c'est de la recherche. On est bon dans l'universitaire pour faire de la synthèse aussi, pour organiser le matériel d'une manière que ce soit clair. Mais c'est vraiment l'industrie de la musique qui sait c'est quoi la différence entre les différents besoins des artistes. Donc, on a eu besoin de parler à beaucoup de gens dans l'industrie de la musique pour savoir pourquoi tel organisme, par exemple, comme le CAL, qui finance autant la création, puis lorsqu'on cherche à financer un album, par exemple, bien, on va plus aller vers Musique Action, par exemple. Pourquoi ça s'organise comme ça? Pourquoi est-ce que les organisations se sont développées autour d'un mandat spécifique? Donc, c'est vraiment en travaillant ensemble, les savoirs, les expertises du milieu universitaire, puis les savoirs et expertises de l'industrie qu'on a pu développer ce projet-là. Oui, c'est le terrain qui rencontre la pensée un peu. Puis comme tu dis, organiser tout ça. C'est vrai que c'est assez pêle-mêle quand on est musicien et qu'on se lance là-dessus. Là. Ça peut être frustrant. On ne connaît pas les codes puis de tout ça, puis comment ça fonctionne. Écoute, le temps file tellement qu'on est rendu à la prescription. Alors, Vanessa, je t'écoute. Ben voici ma prescription. La première, c'est un album qui est sorti cette année qui s'appelle L'Aéronaute de Jérôme Beaulieu et François Jalbert, qui est magnifique, qui vient mélanger là, leur parcours en jazz avec du folk et du bluegrass, dans le fond. Donc, un album, un mélange de genres musicaux avec 2 artistes que j'admire énormément. Cool. Deuxième recommandation, c'est un album du band Chicouté qui s'appelle Quand la saison viendra. Chicouté? Ouais, Chicouté. OK, je connais pas. OK. Ben, avec Marie Marceau, Laura Risk, puis Marianne Trudel, qui mélangent encore une fois le jazz puis la musique traditionnelle avec des sonorités très, très légères. Donc, deux très bonnes écoutes là, que je vous recommande chaudement. Puis le troisième, c'est une prescription littéraire, si j'ai le droit. Absolument, on a le droit de tout. C'est un livre que j'ai pas encore terminé, donc aucune chance que je vous vende le punch final, mais qui s'appelle « Make Your Art ».
No Matter What de l'autrice Beth Perkins, qui est en fait une psychologue qui a travaillé avec beaucoup d'artistes, puis qui, à force de travailler avec eux et elle, nous propose, dans le fond, sa manière d'aider les artistes, dans le fond, à centrer l'art dans leur vie, puis qui trouve une manière de nous rappeler à quel point l'art est important pour vivre heureux, puis aussi pour influencer certains changements sociaux qui sont très d'actualité. Donc, Make Your Art No Matter What de Beth Perkins. Ben, écoute, merci beaucoup, Vanessa. C'était vraiment, vraiment chouette de discuter avec toi et on va continuer à suivre tes activités sur les réseaux sociaux, sûrement qu'on peut regarder qu'est-ce que tu fais et encore bonne continuité à l'UQAM. Merci Fred. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe, Jérôme Minière, Philippe B, Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.